Bonus. Trax. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Nous sommes réunis ici ce soir sur Twitch et en podcast. Soit vous nous voyez, soit vous nous écoutez, soit les deux. On est très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la saison 4. Laissez-moi sans plus attendre accueillir mes comparses. En premier lieu, Justine Breton. Bonsoir Justine. Bonsoir. Comment ça va ? Mais ça va très bien et toi ? Ah bah moi ça va super, je suis très heureux de faire ce live, surtout parce que c'est un plaisir de vous retrouver, et parce que bah voilà, on va parler de super séries. Guillaume, comment tu vas ? Très bien, écoute. Très bien, je me suis fait un petit feu de cheminée là pour me mettre dans l'ambiance. Oui, comme on peut bah le voir. écoute, Je suis prêt à en découdre avec vous sur la vie, sur nos deux séries de ce soir. et laissez-moi accueillir Briac également. Bonsoir Briac, comment tu vas ? Eh ben, ça va en pleine forme. Ravi d'être avec vous pour continuer cette 4e saison. C'est le deuxième épisode, déjà, ça va à une vitesse. La grosse nouveauté même, c'est que nous avons quelqu'un à la technique, c'est Pépé, qui nous regarde de là-haut, qui est quelque part, qui est voilà dans l'hyperespace. Qui œuvre dans l'ombre. Ça doit lui faire plaisir d'être une grosse nouveauté. Ouais. Salut le chat. Oh là là, il y a des gens qui arrivent, c'est formidable. On est très heureux de vous retrouver. Cet épisode sera consacré principalement à deux séries. La première c'est House of the Dragon et la deuxième c'est The Ring of Power. Qui sont les deux séries, on va pas se mentir, c'est les deux séries qui ont fait le plus parler, on va dire, depuis cette rentrée, qui ont même fait parler avant leur mise en ligne. Vous étiez hypé déjà par ces séries, vous, de votre côté, ou pas déjà ? Parce qu'on en avait parlé avant, à la fin de la saison 3, on en avait parlé un petit peu, et voilà, on était très chaud, et voilà. Bah de votre côté. ouais, clairement grosse attente sur ces deux séries-là. Pour toutes les raisons qu'on avait déjà citées, parce que c'était la suite ou la continuité de franchises qui était devenue assez culte pour plein de monde. Enfin, en tout cas, bon, le Seigneur des Anneaux, ça l'est depuis des décennies, et Game of Thrones plus récemment en série, mais voilà. Et puis, tout ce qui avait, on va dire, précédé l'arrivée des séries sur les écrans, c'est-à-dire la thune, quoi, j'ai envie de dire, hein, un peu le budget, la course à qui serait la série la plus coûteuse et tout. Donc il y avait vraiment cette curiosité aussi presque un peu malsaine de se dire est-ce que cet argent sera bien dépensé et est-ce que ça va donner des bonnes séries ou pas, quoi. Mais regarde, pour certaines séries, c'est leur plus gros argument, voire le seul. Donc écoute, faut bien qu'ils mettent ça en avant. Ah, ça commence à tirer à balles réelles. On tacle tout de suite. On va aborder ça. Ça tire très très vite ce soir. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup pour celles et ceux qui sont dans le chat. Et puis on va pouvoir y aller. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous Allez, êtes prêts ? c'est bon, n'attendons pas. Prêt. Ok, gardez cette énergie. C'est ça que j'aime. Justine, déjà j'ai envie de dire, tu es on ne peut plus dans le thème puisque tu viens de sortir un petit ouvrage. Ouais, c'est l'instant promo. Oui, qui reviendra toutes les demi-heures. Très bien. Voilà, je te le dis. Soyez prêts. Alors attends, parce que là je l'ai. J'en profite, je me la pète parce que je l'ai reçu. Aujourd'hui même. Mais voilà. Waouh. Effectivement, en fait, en 2020, on avait sorti avec Florian Besson un livre sur Game of Thrones et sur la façon dont Game of Thrones représentait le Moyen-Âge. Et le bouquin a bien marché. Donc merci à toutes celles et tous ceux qui l'ont lu. Et du coup, ce qui fait qu'il est ressorti là en version poche. Donc techniquement, il sort le 16 novembre. Et l'avantage d'une version poche, c'est que on a pu améliorer le texte, donc corriger les 3 coquilles et demie qui restaient, qui avaient échappé à nos relectures attentives, et surtout, comme entre-temps il y avait House of the Dragon qui était sorti, on a pu aussi mettre Game of Thrones dans la perspective de sa petite sœur, si vous voulez, en tout cas de la première saison. Pour voir un peu comment les questions qui étaient soulevées au niveau de la représentation du Moyen-Âge dans Game of Thrones. Est-ce que ça se répondait encore dans House of the Dragon ou est-ce que y a des choses qui ont été modifiées donc je vous laisserai aller lire la version poche pour savoir. Mais voilà, en tout cas, ça promet des bonnes réflexions sur la suite de la série.
Après, je fais pas mal d'interventions un peu partout en France, donc à l'occasion, n'hésitez pas à venir me croiser. J'allais dire même dans la rue, mais en même temps, les gens m'arrêtent pas dans la rue pour me faire signer mes livres, je vous cache pas. Mais voilà, si. Mais peut-être que ce soir, ta vie va changer. Exactement. Voilà. Après ce live, les gens vont arrêter pour moult selfies à l'avenir. La célébrité. Voilà. Attention, on n'est pas à l'abri d'un buzz parce que ce soir, attention, je vous le dis, je préfère le désamorcer tout de suite. Ce n'est pas, on va pas opposer Rings of Power et House of the Dragon. On n'est pas là pour dire. Bon, si, peut-être, en fait. Voilà, on verra ça, on verra comment ça se passe. La promesse qui tient pas. Non, mais, il y a un moment donné, on va être honnête, tous les quatre, ici présents, je vois 4 faciès, ici présents. Tous les 4, on a un avis là-dessus. On a préféré l'une des deux. Donc, là, par contre, l'intérêt n'est pas on finira pas ce live en disant, le gagnant est, on s'en fout. Ça, pour le coup, on est d'accord là-dessus. Même s'il y a un gagnant, évidemment, voilà. Le gagnant, c'est la fantaisie. Ouais, ça, c'est beau. C'est ça l'important. On nous dit il y a déjà une comparaison sur le budget. Bon, oui, peut-être qu'effectivement le budget va être un sujet. Bonsoir les amis, je ne reste pas. Je suis sûr que vous allez me spoiler. Bonne émission. Alors, c'est effectivement, ce bon vieux Franny, un aficionados, un spoilerzouz habitué, on va spoiler à toute berzingue ce soir. On est d'accord là-dessus. Non, mais que ce soit bien clair pour tout le monde. Voilà. C'est dans le titre de l'émission, j'ai envie de dire. Il va falloir que les gens s'y fassent maintenant. Si vous arrivez sur ce live, voilà, le gars qui tombe du ciel, c'est Gandalf, et le barbu, c'est Sauron. Voilà, c'est réglé. Et voilà. Le barbu? Quel barbu? Il y a un vieux barbu qui tombe du ciel qui est pote avec les hobbits, mais qui ça peut bien être. Bon, je reviendrai là-dessus par la suite. Ce sera mon moment coup de gueule sur l'une des deux séries. Mais voilà, je vous propose qu'on commence par. En vrai, je crois que tu viens vraiment de spoiler Franny. C'est drôle du coup. Ah putain, oui. Ah oui, mais je pensais que tu serais parti plus vite que ça, Franny. Je reste pas. Qu'est-ce que je comprends? Et dis-toi, j'aurais pu te spoiler House of the Dragon. C'est le dragon qui a fait le coup. Bah le roi Viserys au début il se coupe un bout de doigt et puis ça gangrène donc dépêche-toi de partir Fanny. C'est pour vrai que je te gâche l'intégralité des 10 épisodes donc Cela dit, très dur à spoiler House of the Dragon, je pense. Oui. Bah là si je voulais gâcher la vie de Franny dans le chat, je saurais pas. Pars Franny, pars. Non, c'est vrai qu'il y a pas Fly you fools. Désolé Franny. Bon, c'est un ami de 15 ans. Je l'ai fait tellement pire, si vous saviez. Je vous propose qu'on commence par The Rings of Power pour commencer cette soirée. Qui a envie de nous résumer un petit peu ce Rings of Power? Pas facile. J'ai oublié de citer Zelda de Doctrice tout à l'heure quand on a parlé du Life for All Mankind. Ça me revient, j'en suis désolé. Voilà. Désolé Fred. Voilà, on la salue aussi, j'espère qu'elle passera. Bref, qui a envie de nous résumer rapidement The Rings of Power? Eh ben bon courage. Écoute, je peux te faire un résumé très wikipédien de la première saison parce que comme je l'ai dit, je suis pas du tout un aficionados du Seigneur des Anneaux et du lore. J'ai vu les choses. J'ai vu les films, j'ai même lu les livres, mais il y a fort longtemps et et oui, tout à fait. Bah oui, ouais, quand même. Mais c'est déjà pas mal pour quelqu'un qui est pas fan. Non, c'est pas ça. C'est que le lore, on va dire à proprement parler, le détail des noms, le détail des époques et tout ça, c'est quelque chose qui m'est pas très familier, dirons-nous. Mm-hmm. Quoi qu'il en soit, The Rings of Power, les Anneaux de pouvoir en France, donc série fantasy effectivement produite par Amazon Prime. On est dans l'univers du Seigneur des Anneaux, vous voyez les films, vous voyez The Hobbit, eh bien on est 3000 ans avant tout ça. Et on découvre les événements qui ont du coup mené à ce qui se passe dans le Seigneur des Anneaux. Ces événements qui vont voir en fait notamment la création des fameux anneaux de pouvoir du titre, puisque dans le Seigneur des Anneaux ça commençait par ça. On était dans cette sorte de petit résumé où on montrait que chaque peuple de la Terre du Milieu avait des anneaux et voilà. Et ben on va apprendre comment ces anneaux ont été forgés et on va le faire à travers le
personnages, bon, c'est une série chorale, dirons-nous, il y a beaucoup de personnages dont je ne dirai pas les noms puisque je m'en souviens plus déjà. Mais on suit principalement le personnage principal qui est donc Galadriel, effectivement, qui est une elfe qui, en gros, elle, son job, c'est de chasser Sauron puisque elle soutient Mordicus à tous ses petits copains, que Sauron est toujours là puisque il est censé avoir disparu lors d'une énorme bataille qui se serait passée, des années, peut-être même des centaines d'années avant, mais elle soutient qu'il est là quelque part, il se tapit dans l'ombre et il rassemble ses forces, et on va suivre donc ce personnage qui, à travers cette quête comme ça de prouver l'existence encore de Sauron et de prouver qu'il est là sur le retour, va traverser moultes aventures et moultes paysages et va notamment rencontrer un personnage qui sera important pour cette saison 1 qui est Halbrand donc ça c'est une première partie, et donc dans cette saison 1 on suit aussi en parallèle deux autres groupes, dirons-nous. Le premier groupe qui est celui d'Arondir, qui est un elfe qui est là un petit peu pour surveiller, on va dire, que les hommes qui sont restés en Terre du Milieu, enfin qui sont en Terre du Milieu, ne fassent pas, on va dire, d'autres alliances avec les forces du mal, et suivre un peu son parcours en compagnie de ces hommes-là pour les protéger d'une menace qui va se faire jour dans cette saison 1, et le troisième groupe qui est le groupe d'Elrond, en fait, qui lui de son côté va avoir un petit peu la mission de partir à la rencontre des nains qui sont un peu à leur summum culturel, on va dire, dans les mines, et puisque dans le Seigneur des Anneaux on a vu que les mines étaient totalement dévastées, que c'était des ruines et tout ça, là dans les Anneaux de pouvoir on va découvrir des mines et un peuple nain qui est au summum de sa gloire et de sa civilisation, dirons-nous, et qui donc Elrond va aller voir ce peuple parce qu'ils ont besoin de leur savoir-faire pour construire notamment une forge pour protéger les elfes d'un mal étrange qui commence à les ronger et qui les obligerait quelque part à partir de la Terre du Milieu et ou à faire une croix sur leur immortalité. Donc plusieurs timelines dans cette saison 1, plusieurs peuples, plusieurs paysages, partie, on va dire, de la Terre du Milieu. Je me rends compte en disant ça que j'ai oublié aussi un des axes du coup de cette saison 1, c'est les ancêtres des hobbits, les pieds velus, qui eux vont rencontrer un être étrange, magique, et vont apprendre à le connaître tout au long de la saison pour savoir si ce personnage penche plutôt entre du côté du bien ou du côté du mal. Voilà. Alors, écoute, laisse-moi te dire que c'est étonnamment bien résumé. C'est clair, bravo. Que moi, ça aurait été passablement plus catastrophique. C'est très bien et résumé. sans spoil. Franny, tu es parti, mais c'était sans spoil. Sans spoil, oui, je crois. Je vais gâcher sa vie déjà. C'est foutu pour ces deux séries. Il est en boule dans son lit comme ça là. Là, il pourra pas m'en vouloir, je le connais. Mais voilà, c'est très bien résumé. Et ce résumé nous permet de nous rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se racontent, mine de rien, dans cette saison. Oui et non. C'est tout un développement. Alors, oserais-je résumer ça à une énorme introduction à la création des anneaux, parce que les créations des anneaux de pouvoir, c'est vraiment le dernier plan de cette saison 1. Voilà, donc Justine a haussé les sourcils directement. Et qui peut lui en vouloir? Pas moi en tout cas. Alors, il faut peut-être préciser d'ores et déjà que la série a été prévue dès le départ pour faire plusieurs saisons, et que évidemment, en plus de ça, la chronologie, là c'est plus les spécialistes qui le diront, mais moi ce que j'ai compris, c'est que la chronologie, puisque tout ça vient évidemment des écrits de Tolkien, qui a bien sûr créé tout ça. Alors, voilà. Attention. Ouais. On va y revenir. Je te laisse terminer, mais on va y revenir. L'univers du Seigneur des Anneaux, et que la chronologie de cette période historique que l'on suit dans les Anneaux de pouvoir, qui est donc le deuxième âge, si je me trompe pas, à l'inverse du coup, en opposition au troisième âge des films, est évidemment compressée dans la série, et donc la création des anneaux, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris, c'est que ça va nous suivre jusqu'à la création de l'anneau unique, dont on sait qu'elle a été forgée par Sauron lui-même, et ça on le sait dans les films, quoi. Donc voilà, quoi. Mais effectivement,
effectivement, tout ça pour c'est le but de la série et dont elle tire son titre, c'est la création des anneaux. Oui, Quoi. ils ont mis 1 milliard sur la table, on se doute que, enfin, Amazon Prime Video ont mis 1 milliard sur la table, on se doute qu'ils vont faire plusieurs saisons, mais on le sait déjà, la saison 2 arrive en 2024, je crois. Ouais, il y a pas de date précise, mais c'est à peu près ça, ouais. Je crois que c'est la timeline qu'ils avaient envisagée, ouais. Ça a pas été confirmé, mais c'est ce qui avait été annoncé à la base. Et un autre élément, alors que je ne vais pas sourcer, dont je ne suis pas sûr, c'est, je crois qu'en fait le deal, en gros, c'est un élément du deal, c'est que les héritiers de Tolkien ont accepté de vendre les droits à, entre autres, la condition que ça s'éloigne au maximum de ce qu'avait fait Peter Jackson pour sa trilogie du Seigneur des Anneaux. Il me semble avoir lu un truc comme ça, qu'en fait les héritiers ont toujours détesté ce qu'avait fait Peter Jackson avec la première trilogie. Tu crois que là ils sont contents? Eh ben non, mais Pardon. cela dit, c'est que j'ai vu un tweet là-dessus qui m'avait fait beaucoup rire, c'est les gens qui disent que Rings of Power c'est chiant, avez-vous déjà lu Tolkien? Et ce qui est un peu vrai, c'est Comment ça? je n'ai pas non. C'est pas ce que j'ai pas dit que Tolkien c'est chiant, mais j'ai dit que de ce que j'ai compris, Peter Jackson a rendu ça beaucoup plus dynamique et beaucoup plus épique Oui, mais c'est dans ses oui, films. C'est Voilà. le média qui fait ça aussi. Et qu'en ce sens, Rings of Power, on n'est pas les moments épiques de Rings of Power. Moi, là, il y en a pas qui me viennent là tout de suite, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, il y a 2-3 moments assez sympas avec globalement le volcan. Enfin voilà, je vais pas trop spoiler non plus. On On est là pour, au contraire. Bon, très bien. Arrêtons de. Bon, très bien. tourner autour du pot, Assumons vas-y. le titre de l'émission. Voilà. Effectivement, tout ce qui est la création du Mordor, en fait, enfin, l'apparition du Ça, Mordor. c'est stylé. Ça, c'est stylé. Honnêtement, ils ont. Alors bon, de toute façon, je pense qu'on pourra en reparler, mais au niveau de la photographie, c'est peut-être le gros point positif de la série, mais sur la création du Mordor, ils ont vraiment mis la barre assez haute, parce qu'on a une esthétique qui est vraiment bien développée, l'intrigue se construit bien sur ça, autant sur d'autres passages, ça se foire un petit peu au niveau du rythme, là c'est vraiment bien amené. Voilà, ça a été une grosse scène, on est vers la fin de la saison. Et ça fait sens. Et voilà, ça fait sens. On a un peu l'impression qu'il y a plein de choses qui pouvaient converger vers ça, mais ils l'ont pas totalement assumé, ce qui fait que voilà, en fait, on n'a qu'une partie de l'intrigue qui converge vers ça. Après, ils ont tenté de faire d'autres choses plus ou moins épiques. Voilà, on pourra s'interroger sur le fait que Numénor, c'est des marins et c'est quand même des super bons cavaliers, mais enfin voilà, il y a des petites incohérences comme ça, mais bon. On sent qu'il y a des pistes, des choses qu'ils ont voulu exploiter, et je pense que ils ont dû faire des coupes, hein. Clairement, moi, ce que je veux, c'est voir des versions longues de ces épisodes, parce que il y a plein de moments dans l'intrigue où on sent qu'ils ont construit des choses, et il nous manque des scènes. Il y a énormément de moments où il nous manque des scènes, des interactions. Donc peut-être C'est vous dire. Voilà. Si en plus il manque des scènes, c'est que. Mais non, mais je pense que clairement ils ont développé de la matière parce que justement il y a un lore qui est absolument faramineux, et que même à partir de quelques paragraphes dans le Silmarillion, ils avaient quand même cette richesse des paysages, des créatures, des peuples. Donc ils avaient de la matière, clairement, et je pense qu'après ils se gardent peut-être des billes pour la suite. Mais voilà, là c'est un des reproches que moi je fais à cette première saison, c'est que certes c'est une saison d'introduction, mais normalement une saison d'introduction, le but c'est pas non plus de perdre tous ces spectateurs en route. Voilà, faut aussi donner envie à des gens qui connaîtraient pas l'univers, mais là ils savent aussi qu'il y a une grosse fanbase qui les attend au tournant, hein. Donc ils ont bien joué sur certains éléments, c'est assez intéressant ce qu'ils ont fait avec les Hobbits justement. Ils posent des bases pour la suite, mais je trouve que c'est pas assez, l'histoire débute pas assez dans cette première saison. Exactement. Voilà, c'est un prologue. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais c'est une grosse introduction. Ouais, Sous-entendu, bon, si on commençait par vous dire, bon voilà, en gros ils ont trouvé un caillou, ils vont en faire des anneaux, tu gagnes 8-9 heures de ta vie, quoi. Donc c'est quand même... Voilà, et puis en plus, je veux dire, c'est le titre de la série, les anneaux de pouvoir, donc on se doute qu'il va y avoir une histoire de création d'anneaux à un moment, et ça fait partie des chose très connue quand même de cet univers de Tolkien. C'est justement, tu le disais, hein, c'est le prologue aussi des films de Peter Jackson. Ça commence par nous rappeler qu'on a des anneaux pour chaque peuple. Donc au bout d'un moment, c'est pas la peine de nous faire un suspense de 10 épisodes pour nous dire ce qu'on connaît déjà depuis, au mieux depuis 20 ans et au pire depuis les années 50, quoi. Donc voilà, c'est ce que je reproche un petit peu, c'est qu'on a envie que ça avance plus vite parce qu'on voit qu'ils ont de la matière, mais qui prennent leur temps, et honnêtement, s'ils continuent à ce rythme-là, ils sont partis pour 18 saisons, ce qui n'aurait pas de sens.
Mais ce qui est pas forcément impossible. Mais Briac, si je ne m'abuse, toi, t'as lu le Seigneur des Anneaux, t'as lu le Silmarillion aussi? Ouais, il y a longtemps, mais oui. Quelle est la place du Silmarillion dans cette saison? Parce que je ne peux pas une liste exhaustive évidemment, c'est une question ouverte, mais dans le sens où il y a quand même une énorme part de création pure qui est dans cette saison-là. C'est-à-dire qu'ils ont presque, alors carte blanche, j'en sais rien, mais l'idée était vraiment de développer tout un truc qui n'existe pas, on va dire, en gros, dans les livres. En gros, si je me trompe pas, Justine, tu me diras, mais au départ, c'est basé sur un appendice du Retour du Roi, les Anneaux de Pouvoir. Je crois que ça avait été publié avec le Retour du Roi au départ. Alors moi, il y avait dans mon édition du Silmarillion aussi, et c'est quelque chose qui fait quoi, 20 pages, peut-être, ouais, entre 20 et 30 pages, ou peut-être même plus court que ça, je sais plus, c'est pas très long. C'est très court, ouais. Voilà. Et donc effectivement, c'est basé là-dessus, ce qui fait que nécessairement, tu sais déjà, à partir du moment où c'est ça la matière qui va être adaptée, qu'il va y avoir beaucoup de divergences, d'autant plus que, ça on en avait parlé dans d'autres émissions, mais Le Seigneur des Anneaux, c'est un roman, par exemple, donc quand c'est adapté, t'as déjà une matière dramatique qui est là, ça se divise en scènes, t'as des dialogues, t'as des personnages, là t'as pas ça. Donc déjà, tu savais que de base, ils allaient devoir inventer des choses, mais en plus, ils ont fait ce choix que tu mentionnais, je crois, Guillaume, un peu tout à l'heure, de compresser leur timeline de manière extrême, parce que c'est en fait une histoire qui se passe sur plusieurs siècles, normalement. Et là, tout va se passer en 70 ans. Ça, ils l'ont dit. Et leur excuse, c'est, en fait, si on suivait la timeline de l'œuvre de Tolkien, les personnages humains mourraient tous les épisodes, on aurait des nouveaux, parce qu'ils seraient tous morts, en fait, entre-temps. Ouais. Et ça, c'est la justification. Mais le problème, c'est qu'en fait, en faisant tous ces changements-là, là, tu perds plein de choses, justement, de cet univers. Et en même temps, on en arrive à si je vous donne mon avis sur les choix d'adaptation, c'est que je trouve ça toujours très bien quand un scénariste prend en compte la culture et les connaissances du public en écrivant, en sachant nous tromper, nous déjouer nos attentes. Mais là, ça a été presque trop le cas, c'est-à-dire qu'ils en ont oublié de faire une histoire vraiment intéressante. Par exemple, moi je pense à la question de Sauron, et d'axer toute la saison sur « mais qui est Sauron ?» On s'en fout. En fait, ça fait sens que d'un point de vue de spectateur qui regarde la série en connaissant le Seigneur des Anneaux. Là, c'est, ah bah oui, vous avez envie de savoir qui est Sauron. Pour une histoire, si on la prenait comme ça, tu n'en aurais rien à faire de qui est Sauron pendant toute la saison. Et on fait tout un suspense sur ce personnage-là, on construit toute la saison sur ce twist, mais on s'en fiche, et ça sert à rien, en fait, dans l'histoire, ça fait que les ralentir dans tout ce qui pourrait se passer. Imaginez si la saison, par exemple, on avait su que, donc, Halbrand et Sauron, pour spoiler du coup, puisqu'on spoil, si on l'avait su au bout de 3 épisodes, et ben, ça aurait pu créer des situations vachement plus intéressantes, où nous on sait qui c'est, on sait qu'il est méchant, et il parle avec les gentils, il leur dit de faire des trucs, et ça crée du suspense au moins. Là, il y a quelque chose qui se passe. Là, ça fait que pendant toute la saison, on a ce personnage totalement fadasse, qui est avec Galadriel, et on doit attendre qu'il justifie son existence et son importance. Et après, ça fait aucun sens en plus quand tu penses à son plan. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il foutait sur le radeau? Mais qu'est-ce qu'il est... Enfin, il y a rien qui fonctionne. Qu'est-ce qu'il foutait sur ce putain de radeau en vrai? Ben, on sait pas. C'est ça, parce que est-ce qu'il avait prévu d'être avec Galadriel? Enfin, c'est non. Qu'est-ce que il s'est mis? Il y a peut-être un elfe qui va tomber du ciel. Enfin, ça. Et comme tu l'as dit, oui, le personnage est inintéressant. Enfin, vraiment. Et j'ai même envie de te dire, en fait, on va dire qu'en gros, la création des anneaux, c'est un peu le fil rouge quelque part de ça. Sauf que ce fil rouge est bien trop étiré et que ce qu'ils ont mis par-dessus, ou en parallèle, on s'en fout, en fait, complètement. C'est-à-dire que, parce que même, moi, j'ai plutôt bien aimé le personnage d'Elrond, qui a été beaucoup critiqué. Alors, est-ce que je l'ai pas aimé parce que j'adore Elrond dans la trilogie du Seigneur des Anneaux? Peut-être que j'ai pas été complètement objectif, mais qui peut m'en vouloir? Mais dans l'idée, en gros, il est pote avec le prince nain, mais à part le fait que le nain trouve le bout de, comment on dit, de Mithril, c'est pas une... Après, moi, personnellement, la relation Elrond-Durin, c'est ce que j'ai préféré dans la saison. Oui. C'est là où j'ai trouvé qu'il y avait le plus d'émotions et au moins un minimum de dilemme qui faisait qu'il se passait un peu quelque chose. Mais alors, je suis d'accord avec toi, mais en fait... Et après, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord, mais et qu'est-ce qu'on en fait de cette relation au final? Mais c'est exactement ça, c'est que là, si t'as pas tout l'arrière-plan où tu sais qu'il y a des grosses tensions entre les elfes et les nains depuis des millénaires, bah en fait, leur relation, on s'en fout. C'est très mignon, ils sont copains. Mais enfin, je veux dire, même si t'as que les films de Peter Jackson comme référence, bah en fait tu retrouves l'amitié, hein, on va continuer à parler d'amitié très gentiment, entre Legolas et Gimli. Je rappelle qu'ils finissent leur vie ensemble, hein, au passage. Donc ils ont 2 beaux enfants. J'arrive pas jusque là, mais voilà. Mais non, mais c'est vrai. Mais enfin voilà, tu vois, si t'as juste très belle barbe. Tu te dis, bah ouais, ils sont amis, en fait, c'est marrant, tout les sépare, mais c'est à peu près tout. Si t'as pas la tension derrière,
leur relation elle a pas de sens. Et tu vois, Break parlait de cette question de tension qui est construite et d'émotion dans leurs échanges. C'est pareil, hein, on a toutes des confrontations entre Durin et son père, donc les fameux nains, la monarchie, si vous voulez, les rois nains. Ouais. On nous dit que Durin, il se prend la tête avec son père. On sait pas vraiment pourquoi. On n'a jamais vraiment les confrontations. On n'a pas toute cette tension qui est construite. Ce qui fait que quand Durin nous dit avec des larmes aux yeux qu'il s'entend pas avec son père, bah c'est triste pour lui, mais on s'en fout. Parce qu'on l'a pas vécu avec lui, en fait. Alors qu'il y a des beaux personnages. Elrond, effectivement, moi j'aime beaucoup aussi, mais bon, moi je l'aime aussi beaucoup dans les textes et dans les films, donc voilà. Tout le monde aime Elrond. Bah ouais, forcément. Mais voilà, il y a des trucs, mais on suit pas, c'est pas assez approfondi. Paradoxalement, pour une histoire qui est étirée super longtemps. Et les nains, je vais même te dire un truc, parce que c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que, pour moi, c'est évident que les nains et les elfes, dans le lore du Seigneur des Anneaux, ils peuvent pas se blairer, mais on est au courant ou pas, mais si on est au courant, ok. Mais par contre, on ne nous montre que les elfes et les nains principaux, ils sont tous potes. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À chaque fois, on nous dit, ils tous se détestent, sauf ceux que tu connais le plus. Au bout d'un moment, montrez-nous plus de corps pour nous montrer, enfin, montrez-nous mieux que les nains et les elfes, ils se détestent, parce que ça a pas l'air, tu vois, on dirait qu'ils sont tous tolérants, en fait. Enfin, c'est complètement idiot. Et surtout, bah oui, ce fameux twist, sur Sauron, qui est en gros, il y a, pour expliquer rapidement, il y a un moment, on se dit, il y a genre 4 persos, on se dit un peu lequel ça va être, quoi. Est-ce que scénaristiquement, déjà pour vous, c'est pas une erreur, dans le sens où, comme disait Briac, ça devrait être amené peut-être plus tôt, tout simplement, parce que le twist ne marche pas. Ils nous font un faux twist. En fait, le barbu, le vieux barbu qui tombe du ciel, c'est Sauron. En fait, non, on s'est trompé, ce qui est déjà à crever de rire. Non mais vraiment, c'est genre, tu es Sauron. Ah non, autant pour moi. C'est fou. Parce que moi, ils m'ont chopé. Moi, je suis parti dès le début en me disant c'est Gandalf, c'est évident que c'est Gandalf. Mais oui. Et bon, ok, j'ai mal joué. En fait, si. Et en fait, c'est l'un des 3 autres, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je peux me permettre, juste en plus, ils se sont compliqués la vie par rapport au bouquin, puisqu'en fait, dans le bouquin, donc pour juste dans mes souvenirs, Sauron vient donc voir Celebrimbor, tout ça, et les elfes, et il se fait appeler Anatar, et en fait, c'est un mec qui vient, il offre des cadeaux, il apprend plein de choses, il est super sympa, et il leur suggère de faire les anneaux de pouvoir. Et tu te dis, bah, c'était très bien, commencer par ça. En plus, à l'époque, on parle plus de Sauron, on s'en fout à ce moment-là, justement, on sait pas ce qu'il est parti faire, il a disparu. Donc au lieu de faire Galadriel qui est obsédé par Sauron, et bah, amener ce personnage-là dans le premier épisode, il offre des trucs et tout. Fin d'épisode, c'était Sauron, et ça lance le truc. Exactement. Là, en plus, ils ont gâché leur propre twist en faisant qu'on pense tout le temps à Sauron. Donc en fait, on est tout le temps dedans, on s'y attend, on cherche, au final, on se dit, bon, bah, c'est forcément ce mec-là, et c'est forcément ce mec. Alors que faire de Sauron l'antagoniste de Rings of Power est une très bonne idée dans le sens où, bah, quand dans le Seigneur des Anneaux, au final, on le connaît pas, Sauron. C'est une tour, on le voit vite fait au début, il se fait couper un doigt, et puis on sait juste qu'il est super puissant et qu'il a fait un anneau il y a quelques années, quoi, mais on n'en sait pas plus. Et c'est vrai que il est quand même ultra badass dans son armure et tout, et je trouve, pour le coup, moi, je trouve que si ils arrivent à en faire un vrai méchant dans les saisons suivantes, ça peut être un très bon choix. Oui, ça peut. Je vais me permettre de m'inscrire un peu en faux par rapport à tout ce que vous dites, parce que du coup vous êtes plus ou moins tous d'accord, et je vais avoir la petite voix un peu en discordance peut-être, mais je trouve quand même que par où commencer? Déjà, en termes de personnages par rapport à Halbrand, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, dans le sens où, au contraire, je trouve que c'est intéressant. Déjà, je trouve que le personnage en soi est intéressant, dans le sens où il est un peu comme Galadriel, une porte d'entrée dans l'univers. Moi, je me place vraiment dans la posture de quelqu'un qui découvre la série et qui ne connaît vraiment rien de l'univers du Seigneur des Anneaux, et qui aborde le truc comme avec l'envie de regarder une série fantasy d'aujourd'hui. Voilà. Je trouve pas que ça a été un personnage qui était inutile. Moi, je trouve que au début, ce personnage, ils le vendent un peu comme une sorte de personnage justement ayant un destin important et étant destiné à faire de grandes choses, et qui se refuse un peu à ce destin-là, qui est effectivement peut-être un motif un petit peu redondant et un petit peu cliché. Oui, c'est les luttes fantasy habituelles. Ouais.
voilà, de ce genre de récit, mais en même temps, je trouve que ça fonctionne bien parce que ça permet quand même d'avoir justement un peu d'empathie pour ce personnage et tout le passage à Numénor fait que a posteriori, on peut se dire que c'est un personnage qui se cherche réellement et qui potentiellement n'a pas spécialement envie justement d'aboutir ce destin funeste qui l'attend. Bon, ça après je le recoupe avec des trucs que j'ai entendus et lus par ailleurs, mais avec le fait que effectivement dans les livres a priori à cette époque, ou en tout cas dans une époque à peu près similaire, Sauron est dans une vraie un vrai passage un peu de rédemption dans les écrits, donc ça correspondrait aussi au fait que ce personnage ait été dans les écrits justement dans cette période-là, quoi. Après que le twist ait marché ou pas, là effectivement, bon, il y a eu une petite mise en bateau, mais elle est gentillette et puis à la fin, on n'est pas plus étonné que ça. Mais je trouve quand même que l'espèce de trahison, je trouve qu'en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ça nous permet en fait de montrer en creux que Galadriel est complètement obsédée en fait par cette quête et que elle n'est même plus capable en fait de se rendre compte que elle a ou qu'en tout cas au moment où elle s'en rend compte elle a ce choc de la trahison et de se dire qu'au final la personne qu'elle cherche depuis le début elle était à côté d'elle et je trouve que la série en fait, et c'est un peu l'avis que je vais avoir de manière générale sur cette première saison que moi j'ai apprécié, c'est plus une fresque qu'une histoire en fait. Et effectivement, les personnages sont pas très incarnés. Effectivement, il y a assez peu d'aspérité. Ils sont presque comme gravés dans le marbre, quoi. C'est comme presque une peinture qu'on nous présente. Et effectivement, moi j'ai absolument signé pour ce genre de choses dès les premières secondes, avec une esthétique, avec des paysages, avec quelque chose qui a vraiment été très sympa et qui a donné beaucoup de corps à l'univers. Et voilà, je trouve que on en a pas tant que ça des séries qui, on va dire, offrent un spectacle visuel et esthétique, et c'est important aussi, quoi. Mais c'est sûr que cette série-là, on va dire traité comme une série à la Xena ou à l'épée de vérité, c'est sûr que peut-être très très vite on aurait vraiment dit que c'était nul et on l'aurait jeté à la poubelle au bout de la première saison. Ne critique pas Xena. Bon, l'épée de la vérité, on va dire. Ça, ouais. Moi, j'ai apprécié ça. Je trouve qu'il y a des belles relations qui se naissent entre je ne sais plus comment elle s'appelle, la pied velu principale, Nori, et l'étranger. Moi, l'étranger, l'acteur, je le trouve fou, quoi. Je trouve que ce personnage, le rôle muet qu'il a quasiment toute la série, et il a vraiment un truc dans son regard, dans son jeu physique qui est hyper intéressant. Le casting, et en tout cas, moi, globalement, bon, le casting est pas mal, ouais. Et Numénor, pareil. Enfin, moi, j'ai pas boudé mon plaisir, quoi. Numénor, j'ai trouvé que c'était visuellement incroyable. Alors attends, il y a beaucoup de choses. Allons-y par étapes, il y a eu beaucoup de choses, Guillaume, dans tout ce que tu viens de nous dire. Non, mais juste pour synthétiser mon avis sur le fait de dire que oui, il y a plein de défauts, effectivement, mais en tant que non-connaisseur ou en tant que quelqu'un qui y allait vraiment avec bon cœur, moi, personnellement, j'ai pas été particulièrement déçu de la série et j'irai à la saison 2 sans problème, quoi. Oui, mais justement, ça, t'as commencé par dire ça, et moi, déjà, je suis pas d'accord à partir de là, dans le sens où tu dis, la série a été faite, en gros, pour les gens qui, peut-être, ne connaissent pas du tout le Seigneur des Anneaux, qui veulent juste regarder une série sur la fantasy. À mon avis, ces gens-là sont une ultra minorité. Les gens qui se sont jetés sur cette série, tu peux pas dire ça. Bah, écoute, je viens de le dire. Les gens. Tu fais la nouvelle version d'une franchise, tu veux toujours réussir à plaire aux gens qui l'attendent de pied ferme et plaire aux gens qui vont la découvrir, c'est obligé. Oui, mais on est en 2022, on parle d'Amazon, donc déjà être indulgent avec Amazon Prime, on l'a été sur la roue du temps, là. Donc là, le Seigneur des Anneaux, il y avait quand même une matière hyper fertile. Je suis à 2 doigts de me lever. Attention. Je suis pas d'accord avec toi dans le sens où ce qu'ils attendent, c'est que les fans du Seigneur des Anneaux trouvent leur compte et qu'ils aillent tweeter et faire des stories et dire à leurs potes, regardez Rings of Power. C'est les mecs qui disent qu'il n'y a pas de noir dans le Seigneur des Anneaux et qui non, depuis le début. Non. Il y en a, mais désolé, pas que. On est à mon avis, je pense pas me tromper en disant qu'il y a au moins 4 personnes à l'écran là qui sont fans du Seigneur des Anneaux.
Et je parle ne serait-ce que des films, que de la première trilogie, ok? Quand la trilogie du Hobbit est sortie, on était tous hyper hypés, on était tous très déçus après, mais c'est un sujet. Non, mais t'avais envie de voir ce que ça allait donner. Tout à fait. Là, t'avais encore envie de voir ce que ça allait donner, et ma propre meuf qui a peut-être vu Le Seigneur des Anneaux à l'époque, il y a 20 piges, n'a pas vu un seul épisode de Rings of Power. D'accord? Parce qu'il y a rien. Qu'est-ce qui est censé l'attirer? Qu'est-ce qui est censé l'attirer dans cette première saison? À part le côté, c'est une grosse franchise. Bah, en fait, à la base, je veux dire, déjà, la fantasy, c'est pas non plus un genre ces dernières années qui est surreprésenté. Donc, si t'as un tant soit peu, je suis désolé. Si. Bah non, à côté de la science-fiction, la fantasy, là, depuis effectivement Game of Thrones et qui a été pendant quand même un moment. Et voilà. Évidemment, Justine, t'es pas d'accord avec moi, Bah mais oui. en termes de grand public, qui était quand même le maître étalon, et derrière, chacun essaye un peu de faire son propre truc avec quand même, je suis désolé, un succès qui est moindre jusqu'à présent. On va parler beaucoup de nos proches dans cette section peut-être, mais parce que c'est vrai que ça alimente le débat. Toi, tu parles de ta copine qui, du coup, rien ne pouvait l'attirer alors qu'elle avait vu les films et tout. Bah, moi, je te rétorquerai que ma copine, elle a vu le scénario il y a longtemps, et pour le coup, elle a été super intéressée par voir Rings of Power parce que c'est tout à fait le genre d'univers qu'elle aime voir, et elle a été plutôt séduite par ce qu'elle a vu en fait. Donc alors après, voilà, il en faut pour tous les goûts, etc., quoi. Mais Voilà. Après, moi. Alors, attends, excuse-moi, Justine, on va faire un petit vas-y. point on va juste, le chat réagit un petit peu à ce qu'on est en train de dire, notamment Auré, j'espère que je prononce bien, qui, justement, je pense, s'inscrit là-dedans en disant, j'aime bien la fantasy en général, j'y suis allé parce qu'ils ont vachement communiqué sur le budget de Ring of Power. C'est vrai que ça a été un point qui a été, par budget, je pense que je peux extrapoler en disant, on va vous en mettre plein la vue. Oui, mais au niveau marketing, ils ont mis la dose, hein. Il y a pas de. Mais ils ont mis la dose sur la base de, on vous raconte ce qui s'est passé avant le Seigneur des Anneaux. Oui, mais. C'est que ça. Mais n'empêche si que le Seigneur des Anneaux bien n'avait jamais martelé. été fait. Ils ont bien martelé, ça a clairement touché un grand public. Donc sur la com, ils ont bien géré. Là, Pépé repassait le teaser où on voit le métal fondu qui forme le titre. Il est magnifique ce teaser. Non, franchement, voilà, ils ont bien bossé sur ça. Donc ça a attiré des gens, c'est sûr. Mais pardon, tu lisais le chat. Non, par contre, c'est quoi la tueur qui nous disait ça, qu'on salue, qui parlait de ce qui l'a attiré. Et pardon, encore une fois, j'insiste, mais pour le coup, je suis moins connaisseur que Briac, Justine et Guillaume, mais c'est quand même de la fantaisie un peu exigeante dans le sens Rings of Power. Si t'es intéressé parce que Seigneur des Anneaux, tu connais vite fait, machin truc, ça te tente, tu aimes la fantaisie comme disait Guillaume, tu vois l'épisode 1, tu te fais un peu chier quand même. Là où tu t'attends un premier épisode un peu Accroché, rentre dedans, machin, il y a rien dans ce premier épisode qui te donne vraiment envie de voir la suite. Même le premier épisode te fait comprendre que tout ça va être une grosse introduction. Il y a rien qui est censé te donner envie de, tu vois. Enfin, je sais pas vous avez pas l'air d'accord, mais Non, mais si, carrément. Et puis, dans la façon dont ils ont géré leur marketing, ils ont quand même beaucoup axé sur les fans de l'univers de Peter Jackson. Je veux dire, ça a été au niveau des influenceurs qu'ils ont contactés, etc. Ça a été une grosse partie de leur marketing. Je dis pas que c'est le seul, parce que clairement leur but c'est aussi d'attirer un nouveau public, parce que c'est le but de toute production. Mais ils se sont beaucoup appuyés sur cette fanbase, essayer en tout cas de s'appuyer dessus, en montrant que ils allaient être dans la lignée esthétique. Alors après narrative, ça c'est un autre débat. Mais Peter Jackson avait quand même pas mal réussi, je pense qu'on peut le dire, l'adaptation en tout cas de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Le Hobbit c'est un peu à part. Donc voilà, ils ont aussi essayé de capitaliser sur ça pour montrer que ça allait être un gage de qualité. Donc c'est aussi s'appuyer sur ce public qui attendait, qui a grandi avec le Seigneur des Anneaux. Donc ça, il y a plusieurs générations déjà. Après, effectivement, ils essayent de s'adresser à un public plus familial aussi, avec notamment les pieds velus. Mais est-ce que ça marche? Ça, je ne suis pas convaincue. On attendra de voir un peu le résultat sur le long terme peut-être. Parce que pour l'instant, j'arrive pas à savoir s'il y a des gens qui ne connaissaient pas du tout et qui ont accroché, parce que je vois pas ce qui peut les accrocher. Mais je suis pas le public concerné, donc c'est peut-être ça aussi. c'est ça. C'est en termes de comment on fait les séries en 2022, il y a rien. Alors est-ce que c'est un défaut?
Ça, j'en sais rien, ça se discute. Mais la finalité, c'est que tu te fais chier dès le premier épisode, quoi. Et que si t'es pas transcendé par ce qu'on te raconte, moi, le premier épisode, je me souviens très bien où j'ai fait, ah, ça c'est cool, c'est quand elle va avec ses potes elfes dans le truc en glace, là, et qu'elle se bat contre un gros machin. Voilà, je suis un noob complet de Seigneur des Anneaux. Non, mais il y a une petite scène de combat, je dis, ah, ok. Ça dure 45 secondes. Oui, bah non, mais c'est quand même le truc dont je me souviens de cet épisode 1 et je vois pas. Et après il y a la marque et tout, donc tu vois, ça t'emmène quand même dans un petit truc et en tout cas ça a de la gueule. Moi, ce qui m'a tenu, c'est que ça a de la gueule. Alors, par contre, parce que justement, on parle pas mal de certains personnages depuis le début. Depuis qu'on a commencé à parler, bon, il y a plein de personnages, donc forcément on peut pas mentionner tout le monde, mais juste j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur Bronwyn et son fils Théo. Hein. Bronwyn, c'est une humaine qui aime l'elfe. Arrondir, et avec cette histoire de fils, cette histoire, je sais pas, on en parle ou pas, parce que entre la relation familiale il y aurait 3 milliards de trucs à dire, et le fait qu'ils font toute la saison sur une espèce d'épée cassée, voilà, hein, on a l'impression que c'est une future arme importante, etc. Et à quoi elle sert, cette fameuse épée clairement démoniaque, au passage, hein, parce que le truc qui fonctionne avec du sang, voilà. À quoi ça sert ? C'est une clé qui ouvre un truc. Ouais. And that's it. Voilà. Mais qu'on sait pas trop ce que ça ouvre non plus, quoi. C'est ce qui réveille Sauron, un truc comme ça. C'est ce qui déclenche le volcan, globalement. Non, mais même, moi, je reviens au niveau 0 de cette intrigue-là. C'est, genre, il y a un suspense que l'elfe, c'est le père de Théo. On est d'accord qu'ils essaient de nous faire croire ça à un moment donné. Oui. Parce que, en plus, le gamin, il a la coupe de Mireille Mathieu. À mon avis, c'est fait parce qu'il y a une scène où on va voir qu'en fait, dessous, il a des oreilles pointues et que, mais les gars, putain, c'est un Zano, quoi. C'est-à-dire, on est quand même sur autre chose. Non, mais c'est vraiment on dirait que c'est écrit par un gars qui n'écrit pas de série ou qui n'écrit pas pardon, en 2022, une série, ça doit avoir du tweet. Et c'est un truc que, justement, Game of Thrones avait ultra bien réussi, quoi. Ah putain, il y a des épisodes, il y a déjà un mort, il y aura plus de mort, et en fait, ils t'en mettent 3 autres à la fin de l'épisode en question. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on est censé ressentir dans ces trucs-là? Du suspense? On nous parlait de suspense plutôt dans le chat, mais à quel moment non, mais même après, au-delà des questions de suspense, si tu veux développer la question des émotions ou des relations, il y a des choses intéressantes à faire. Mais là, tu vois, on a une relation, clairement une relation amoureuse, peut-être une relation familiale, hein, cette espèce de famille reconstituée, entre un elfe qui vit donc des milliers d'années et une humaine. Tout va bien, c'est facile, c'est normal. Hein. On nous dit pas que lui, il est en poste ici depuis probablement 200 ans, qu'il a dû voir grandir sa grand-mère, sa mère, elle aussi, et que quand elle sera morte, il aura encore 25 générations derrière. Tu vois, toute cette question de temporalité et de façon générale, le fait de rallonger la vie des êtres humains ou de raccourcir celle des elfes, hein, ça dépend comment vous voulez voir les choses, mais de condenser un petit peu tout ça, ça fait qu'on n'a plus toutes ces problématiques de temps qui jouaient énormément sur les relations. C'est ce qui pose problème dans la relation entre, voilà, si on reprend les films de Peter Jackson, mais c'est ce qui pose déjà problème avec la relation amoureuse d'Aragorn. Voilà, on a, et de Arwen donc, mais on a des tensions, on va dire qu'on peut comprendre d'un point de vue humain, parce que là on sent que leur amour est impossible pour des questions, tu vois, liées à la fantaisie. Il y a des trucs à creuser. Là, c'est bon, c'est son voisin, ils ont l'air amoureux et il est pas trop démonstratif, mais c'est à peu près tout, tu vois. Donc même là, il s'est et encore, j'aime bien ce personnage-là. J'ai oublié le nom de l'elfe en question. Arondir. Pour le coup, c'est un personnage auquel j'ai pu m'attacher. Mais on nous parle dans le chat du village des humains là, mais on s'en fout complet en fait. On sent qu'il y a un truc. Là-dessus qui va se développer, et puis c'est la fameuse épée, quoi, mais il y a les orques, enfin, ça peut nous amener des trucs intéressants, mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Briac, t'as envie de dire quelque chose? Oui, je voulais juste revenir, mais pour conclure sur un aspect aussi, c'est par rapport au rapport au Seigneur des Anneaux, et au fait de savoir à quelle mesure c'est destiné à des fans du Seigneur des Anneaux ou non. Alors c'est vrai, comme t'as dit Justine, en plus, donc on est dans le référentiel tout le temps au film de Peter Jackson, enfin même dans le style visuel adopté par Bayona dans les premiers épisodes, les choix de focale, même les designs, les plans d'hélicoptères et tout, on est vraiment dans les films de Jackson. On est aussi, parce qu'en fait faut aussi le dire, c'est que par exemple le fait d'avoir Gandalf, le fait d'avoir des hobbits, le fait d'avoir cette relation entre un elfe et un nain, entre une elfe et un humain, tout ça, c'est des trucs qui sont pas dans les Anneaux de pouvoir.
Donc tout ça, c'est des choses qui sont faites juste pour vous évoquer Seigneur des Anneaux, parce qu'on fait penser à Aragorn et Arwen, on fait penser à Legolas et Gimli, enfin etc. Tout ça, c'est fait pour convoquer le souvenir de Seigneur des Anneaux. Ça peut-être aussi ce qui cause certains problèmes justement dans l'adaptation, enfin dans les choix qu'ils vont faire au niveau dramatique, c'est peut-être toujours enchaîner un petit peu à ces structures-là. Mais moi, en fait, là où j'ai trouvé ça assez décevant, le fait de aussi toujours convoquer le style de Jackson, c'est qu'en fait, quand vous lisez Tolkien, il y a quelque chose, c'est une écriture qui est très nostalgique, qui a beaucoup de moments contemplatifs, c'est des moments de voyage et des moments de calme, une vraie poésie qui est là, et qui est quelque chose que Jackson, lui, parce qu'il devait faire des choix, compresser, dramatiser, il a un peu évacué au profit de l'aspect épique, mais qui fait pas tout le cœur de l'œuvre de Tolkien. Or, le format série, ça aurait été l'occasion de se pencher là-dessus, de le mettre en valeur. Et c'est dommage que ce soit pas une voie qui a été prise, je trouve, dans la série, d'avoir ce côté plus contemplatif, plus doux, plus lent peut-être sur certains aspects. Alors je suis pas naïf, je sais bien qu'avec une énorme série Amazon qui a coûté autant, ça allait pas arriver, mais c'est une occasion manquée pour moi, et c'était pour finir sur le processus d'adaptation. C'est un point que je voulais soulever. Et peut-être pour finir, enfin pour entamer la fin sur l'arc Rings of Power, peut-être qu'il y a aussi le point, il y a un point qui a été mis en avant. Alors on a Guillaume a évoqué le bad buzz qu'il y a eu sur les personnages noirs dans la série. C'est pas forcément un point que j'ai envie de développer, mais si c'est votre cas. Non, les gens sont cons, on a fait le tour, hein, voilà. Voilà, c'est bien résumé. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a l'idée, et pour le coup, je pense que ça fait une bonne transition avec House of the Dragon, c'est la place des personnages féminins, qui est encore plus présente dans la deuxième série, mais dans celle-là, il y a quand même une volonté de créer des personnages quand même féminins forts. Donc Galadriel est quand même le personnage principal de la série. Il y a aussi Nori qui qui incarne les pieds velus. Est-ce que vous sentez j'ai envie de lancer Guillaume dans un premier temps, parce que je sens que Justine trépigne ça déjà va. Sur ce point. Je me calme. Mais voilà, Guillaume, j'ai envie de te lancer un petit peu là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a gêné dans la série, ou que t'as trouvé trop présent, ou peut-être pas assez? Moi, j'ai envie de dire tout simplement, je trouve ça bien qu'il y ait un personnage féminin principal dans une série de cette ampleur-là. Mais voilà, est-ce que ça fait pas un peu prétexte quand même? Voilà, non, je vais repasser très rapidement la parole à Justine parce que je suis pas particulièrement légitime pour parler de ça. Moi, ça m'a pas du tout gêné, évidemment. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, heureusement que il y a plus de représentativité dans ce qu'on voit, que ça soit en termes de genre et même de non-genre et de couleur de peau et de tout ce qu'on veut. Donc là-dessus, la série est assez moderne dans, on va dire en tout cas, l'inclusivité qu'elle propose, je trouve. Et le fait que de toute façon Galadriel soit un personnage important, quoi qu'on en dise et quoi qu'on fasse, s'impose. Ils allaient pas non plus changer ça. Donc non, mais effectivement, et c'était un petit peu ce qui a donné aussi le titre de cette émission, l'âge des héritières, parce que en effet, que ça soit du côté de House of the Dragon ou The Ring of Powers, on voit que l'accent a été mis en tout cas aussi sur la communication dans le rôle de personnage féminin fort, et que c'était intéressant de l'évoquer ce soir. Mais du coup, Justine, je t'en prie, je sais que sur la série, au-delà et en plus de tous ces autres défauts qu'on a pu citer, je crois que tu avais potentiellement quelque chose à redire sur la caractérisation des personnages féminins. Ouais, c'est ça. Alors après, je précise, parce que j'ai un peu démonté la série, mais parce que je pense que ils avaient eux-mêmes mis la barre très haut avec ces questions de budget et avec justement tout ce qu'ils avaient mis en avant, que ce soit sur l'héritage supposé de Tolkien, l'héritage de Peter Jackson qui lui-même avait mis la barre haut, etc. Donc voilà, on les descend un peu, mais parce que ils peuvent. De toute façon, ils peuvent se le permettre. C'est pas nous qui allons faire arrêter une telle série, et ça serait pas le but de toute façon. Mais donc, malgré ça, je précise que j'ai bien aimé la série. Méfie-toi. On a un super pouvoir. Non, mais tu vois, j'ai bien aimé la série. C'est juste, c'est agréable. Voilà, j'ai passé un agréable moment. J'en ai pas, voilà, ça m'a pas bouleversée, ça m'a pas fait éprouver des choses fortes. Contrairement, justement, on va en parler, mais à House of the Dragon, où là j'ai plus éprouvé de choses, et c'est aussi ça que je demande aux séries, c'est de me faire ressentir des choses. Ça n'a pas été non plus contemplatif, mais c'était joli, voilà. Donc j'attends bien sûr la suite, mais en même temps,
j'ai envie de dire, moi, c'est mon métier d'étudier les séries qui parlent du Moyen-Âge et de la fantasy, donc de toute façon, je vais regarder. Mais voilà, après, sur la question des personnages féminins, moi, j'ai un petit souci, c'est que alors j'ai la chance d'avoir les organes génitaux qu'il faut pour pouvoir en parler, donc voilà, je me permets. Mais non, l'idée c'est que c'est super de mettre en avant des personnages féminins parce que voilà, Guillaume le disait, de toute façon, on est en 2022. Je veux dire, je pense que les gens devraient pas être spécialement surpris de se dire que bah voilà, on fait des séries pour représenter aussi plein de choses au niveau des sentiments, au niveau des personnes qui existent. Donc c'est normal de mettre en scène plein de gens différents. On aurait encore plein de choses à mettre en avant, hein, des acteurs qui voilà, avec des handicaps ou des choses comme ça. On peut mettre le curseur encore plus loin, hein, et ça serait bien aussi. Mais bon, donc voilà, c'est normal de mettre en avant des personnages féminins. Ce qui est moins normal, c'est déjà qu'on en parle systématiquement. Parce que, tu vois, on met en avant des personnages féminins, mais le fait qu'on en parle systématiquement, c'est bien la preuve que c'est soit nouveau, soit ça surprend. Donc on est d'accord que vu les commentaires reçus sur plein de réseaux sociaux, il y en a que ça surprend encore qu'on ait des personnages féminins importants, parce que apparemment il y en a qui sont restés, je sais pas, bloqués dans leur tête en tout cas. Mais moi, ce qui me gêne vraiment, c'est l'appellation de personnage féminin fort. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? On parle pas de personnage masculin fort. On parle de personnages masculins, on parle de protagonistes ou de héros et des choses comme ça. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Galadriel, c'est un personnage féminin fort. Pourquoi ? Parce qu'elle combat. Ouais. Mais Nori, à la limite, je trouve que Nori, c'est un personnage plus fort que Galadriel, dans la série en tout cas. Parce que, alors certes, c'est un personnage qui a une force de caractère, mais c'est surtout un personnage qui est bien développé. On voit ses doutes, on voit ses relations familiales, amicales, on voit comment elle grandit, comment elle évolue. Alors certes, c'est plus difficile de mettre en avant l'évolution d'une elfe, parce que par définition, elle vit des milliers d'années. Donc, c'est une évolution qui, je pense, va se faire sur un temps long. Donc j'ai hâte de voir comment va évoluer ce personnage de Galadriel, qui est bien joué d'ailleurs, je trouve. Enfin, moi j'aime beaucoup l'actrice, donc je trouve que ça marche bien. Donc voilà, mais c'est la notion même de personnage féminin fort, parce que très souvent, quand on dit il y a un personnage féminin fort, ça veut dire c'est une guerrière ou en fait, globalement, elle va avoir un comportement qui rappelle les hommes. C'est-à-dire, elle s'impose, elle mène des troupes, etc. Et oui, c'est cool. Mais je veux dire, est-ce que pour pouvoir exister, les personnages féminins doivent nécessairement se comporter comme des chefs de guerre et comme des hommes ? Non. Et là, avec le personnage de Nori, notamment, on voit que il y a plein de modèles possibles et qu'on peut avoir des personnages à la fois attachants et qui vont mener l'intrigue, hein, parce qu'elle est super dynamique dans toute la narration. Ouais. Elle est drôle. Voilà, il y a l'amitié avec l'autre hobbit dont j'ai perdu le nom là. Mais enfin voilà, il y a des belles choses, mais à la limite, tu vois, quitte à parler de personnages féminins forts, je pense beaucoup plus là à Nori que à Galadriel, qui est très jolie, mais qui est très encore dans les clichés justement de ces personnages féminins. Et Galadriel est surtout, caractérisée par les intrigues qu'elle traverse, c'est souvent c'est de toute façon par rapport aux hommes. Ah oui, tout le temps. En gros, le problème de Galadriel, c'est la perte de son frère. Ouais. Et ça, c'est le truc dont on rappelle. Donc tout ce qui lui arrive, soit c'est parce qu'elle a perdu son frère, soit c'est parce que peut-être qu'elle a un crush sur Halbrand. C'est que des trucs comme ça. Et je ne connais pas du tout, enfin pas suffisamment l'écriture féministe, je sais pas, pardon si c'est pas le bon terme, mais une écriture qui se veut féministe. Je pense que déjà, si tu écris un personnage féminin par rapport à sa relation avec les hommes, c'est déjà que tu tiens un peu à côté. Ça part mal. Je pense. Ouais. Et Nori, c'est pour ça que j'abonde en ton sens, parce que Nori, c'est peut-être moins le cas aussi. Peut-être que c'est juste, elle est jeune, et qu'est-ce qui traverse la tête d'une jeune fille hobbit, pré-hobbit, à ce moment-là, je trouve ça déjà plus intéressant, quoi. Ouais, et puis effectivement, après, si tu veux une écriture féministe, je sais pas si c'était le but, hein, clairement, d'Amazon, je pense pas que c'était forcément dans leur cahier des charges, si tu veux. Féministe, non. Voilà. Parce que, il manque, c'est tout con, hein, mais il manque des, relations humaines, j'allais dire, enfin, des relations, entre personnages féminins. Parce que voilà, outre Nori et son amie, les femmes, elles se parlent un tout petit peu, voilà, à Numénor, on a 2-3 trucs comme ça, mais sinon, les femmes sont toujours la reine. La mère de Théo, là, j'ai aussi pas le nom. Bronwyn, ouais, mais... Bronwyn, elle, c'est vraiment le cliché de la mère courage, mais qui a, pour le coup, qui revient à un truc très...
archaïque, quoi. Vraiment, tout pour mon fils ma bataille. Ouais, mais après, c'est une option, parce que, tu vois, la série met en avant à la fois Oui, mais des chefs elle n'a de guerre. rien. On ne connaît rien d'elle, quoi. Sa seule psychologie, c'est qu'elle veut protéger son fils. Et elle aime arrondir. Oui, Non, mais mais- elle aime, mais... Ouais, mais tu vois, c'est elle qui rallie le peuple aussi. Donc, il y a un début de quelque chose. Faut pas non plus. Dis-nous, Guillaume, dis-nous. Non, mais faut pas non plus éluder des parties Voilà. importantes de ce qui se passe aussi. Enfin, je veux dire, tout ce qui se passe autour de la tour, c'est quand même de son fait à elle. On reste dans peut-être une caractérisation qui serait liée à la guerre, tout ça. Ouais, tout mais ce le que tu viens de contexte dire, est Justine, logique. mais Ouais. elle n'est pas que ça, quoi. Je veux dire, C'est ça. et heureusement qu'il y a aussi quand même dans cet univers médiéval, en tout cas, de gens qui vivent dans la bouillasse, des gens qui sont là en tenant les uns aux autres, tu vois, et pas en mode moi j'en ai rien à foutre de tout le monde. Mais tu vois, justement, un personnage comme Branwyn, elle va être, certes, elle nous paraît fade, et on est d'accord, hein, mais elle a une histoire d'amour, voilà, elle a une famille, elle gère seule, visiblement, sa ferme avec son fils, elle est celle qui rallie le peuple, elle est celle qui soigne, voilà, donc à la limite, elle est déjà très variée, elle a plein de possibilités, mais, on s'en fout de ce qu'elle fait, en fait. C'est dommage. Et puis c'est que des poncifs, pas du tout woke, quoi. Je veux dire, dans le côté, tu dis, enfin. Mais les femmes ont aussi c'est le droit pansement, d'être quoi. des femmes au foyer et de soigner les gens. C'est aussi Oui, une possibilité. mais là elle le subit. Je sais pas. Tu le vois Bah, comme ça? Bah, son fils, moi c'est le truc qui m'a le plus marqué. Et bon, elle a le crush sur l'elfe, machin truc, mais la morale veut pas. Bref, ça c'est autre chose. Mais tu vois, c'est tout pour mon fils. Et tu l'as dit toi-même, la liste que tu viens de faire. Alors le fait qu'elle guide le peuple, ok. Mais tout le reste, elle soigne, machin, c'est quand même que des poncifs, quoi. C'est pas des trucs, tu vois, c'est plus... je sais pas. Ouais, mais je veux dire, dans une situation, voilà, là, si tu prends le concept de série médiévaliste, il y a plus de chances, statistiquement, que on voit une femme soigner et remonter le moral des troupes, Oui, etc., voilà, c'est et là où je suis conseiller, d'accord, oui. que combattre. Après, ça veut pas dire que il faut pas que les femmes combattent, et la série montre notamment Galadriel qui combat, montre la reine de Numénor fille du roi, qui mène des troupes, etc. Donc, il y a plein de modèles féminins, en fait. C'est juste que, vu qu'on se concentre sur Galadriel, parce que la série nous invite à nous concentrer sur Galadriel, les autres passent un peu à la trappe. La femme de Durin, la naine, Ouais. elle est fabuleuse. C'est top. Ouais. Ouais, génial. Voilà, donc franchement, il y a des beaux modèles dans ces séries. Et puis pour le coup, je pense que ça tient quand même aussi plus à l'écriture globale des personnages qu'aux personnages féminins en particulier, dans le sens où les personnages masculins sont aussi assez unis Tout à fait. directionnels, enfin unidimensionnels, quoi. Donc Ouais. à part peut-être, globalement, si on sort du cercle très très restreint des personnages vraiment très principaux, ça reste le père guerrier, ça reste le chef du village, ça reste le papa Froussard, enfin. Voilà, c'est pas non plus d'une folle originalité non plus de ce point de vue-là, quoi. Donc, pour le coup, Sio, c'est l'adolescent énervant par excellence. Voilà, quoi. Là-dessus, c'est peut-être plus de là que ça tient, quoi. Mais en tout cas, ils ont joué la sécurité, peut-être aussi. Et Koala Tueur nous dit, je t'appelle Koala, on est intime. Koala nous dit, j'ai pas cru une seconde au discours de ralliement de la dame à la tour. J'ai pas compris d'où ça venait, rien ne nous l'annonce. Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que je vois ce qu'ils ont essayé de faire, mais ça marche dans pas. les faits, c'est ni épique, ni tu vois, ça te prend pas aux tripes. C'est voilà. Mais il y a pas beaucoup de moments qui m'ont vraiment pris aux tripes personnellement dans cette saison. Bon, je propose qu'on passe à la deuxième série de cette soirée, qui est House of the Dragon. Est-ce que quelqu'un a envie de déjà nous faire un petit résumé du plot? Que dire? Alors je ne sais plus du coup, même maintenant j'ai un doute, donc on se situe bien sûr avec un spin-off préquel, enfin je sais pas exactement comment qualifier ça de Game of Thrones. Alors je sais plus combien de temps avant Game of Thrones on est, 200 ans, 300 ans? 170 ans. 170 ans, voilà. Et donc on est à un moment donc où la dynastie Targaryen règne sur Westeros, et on suit donc le règne de Viserys, premier du nom, et donc on se retrouve donc dans une intrigue qui se déroule principalement à King's Landing, hein, pour ceux qui connaissaient Game of Thrones, intrigue de cour. Et un des enjeux principaux étant
la question de la succession du roi, étant donné que le roi, au début de la série, n'a qu'une fille et que normalement la couronne ne peut pas aller à une femme. Et il va devoir prendre une décision par rapport à ça, et ainsi et déclencher l'histoire. Donc c'est succession dans Game of Thrones, pour résumer très rapidement. Voilà. Et après, c'est la merde. Voilà. En gros, hein, si on devait résumer un petit peu. C'est sûr que si tu mélanges Succession et Game of Thrones, forcément ça va être la merde, hein, parce que c'est aussi pour ça qu'on a regardé. Très bien. Ne nous mentons pas, c'est pour ça qu'on a voulu que cette série. Alors personnellement, j'ai appris en regardant la série qu'en fait c'était une adaptation d'un livre de Martin, parce que je suis encore une fois un énorme noob. Feu et sang. Je pensais que c'était une création pure, quoi. Et en fait non, c'est un bouquin complet qui raconte tout. C'est vraiment une adaptation, quoi, pour le coup. En fait, d'une certaine manière, on est un peu dans la même configuration de Rings of Power, dans le sens où c'est pas non plus, enfin, c'est un roman, mais avec une forme de texte historique, ce qui fait que de la même façon, on n'a pas non plus des dialogues ou voilà, de structure qui amènerait facilement à dramatiser le truc. Donc là aussi, les showrunners inventent, modifient des choses, bougent les choses. Il y a juste plus de matière que ce qu'ils avaient dans les Anneaux de pouvoir. Mais en fait, c'est quand même assez similaire en fait le processus d'adaptation entre les deux. Après, les choix sont différents. Oui, mais justement, les différences, je me suis amusé à regarder les différences. Est-ce que quelqu'un a lu le bouquin d'ailleurs ici? Oui. Oui, il y a quelques différences. Il y a au moins une mais personne qui l'a lu. Forcément. c'est vraiment, c'est par exemple une différence que j'ai vue, c'est que par exemple Laena Targaryen, donc la femme de Matt Smith, qui se suicide en demandant à son dragon de la carboniser. Dans la série, c'est comme ça, et dans le bouquin, pareil, elle a un accouchement qui ne peut pas arriver, donc elle se rend compte qu'elle va devoir mourir de toute façon. Elle va pour demander à son dragon de se faire carboniser, et elle meurt dans les marches qui l'amènent à la sortie du château, quoi. C'est un peu, alors Justine, si tu as plus gros comme exemple, je prends, mais a priori voilà, c'est ce genre de différence qui, voilà. J'ai plus gros. Là où Game of Thrones, c'était vraiment, il y a des personnages qui n'existent pas dans l'un et dans l'autre, dans la série et dans le bouquin. Enfin, vraiment, il y a des différences énormes. Dans Feu et Sang, alors c'est pareil, Feu et Sang, c'est plus large que ce qu'on a. En plus, pour l'instant, à House of Dragon, on n'a qu'une saison, donc fatalement. Mais on a plus de choses aussi en amont, et on aura plus de choses après, bien sûr, dans la suite. Et après, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est un écrit c'est présenté comme si c'était des annales historiques, voilà, comme si c'était une chronique. Donc c'est présenté, c'est pas hyper fun à lire, je le cache pas. Autant le Trône de Fer, c'est quand même un roman, même s'il y a des longueurs. Là, c'est présenté comme une chronique, c'est vraiment mis en avant par les maîtres de la Citadelle qui auraient écrit l'histoire des Targaryens. Donc voilà, donc il y a une certaine âpreté, mais recherchée par George Martin dans l'écriture. Donc ça, il fallait forcément le zapper pour pouvoir faire une série intéressante, avec des rebondissements, avec quelque chose qui va vraiment nous faire vivre avec les personnages et pas avoir ce côté chronique un peu laborieuse. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la série fait des choix, ce qui est obligé avec la représentation de toute façon, avec ce processus d'adaptation. Mais dans le bouquin, on a des passages où on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Les maîtres nous montrent qu'on a des doutes sur certains épisodes. On pense qu'il s'est passé quelque chose, mais on n'a pas de preuves. Oui. Et ils ont gardé ça sur certains éléments. Par exemple, on a toute une scène où, avant que ça parte en sucette pendant un bal, pendant une annonce de mariage globalement, parce que ça se passe jamais bien les mariages dans cet univers à Westeros. De toute façon, faut pas se marier. Mais il y a une scène, ils ont gardé ça comme ça, c'est-à-dire que le roi aperçoit Daemon et sa fille, et on ne sait pas, on les voit pas exactement. On suppose qu'ils s'embrassent, mais on ne voit pas exactement la scène. Donc là, ils ont gardé le doute. Tu vois, ils ont gardé ce côté un peu suspense. On a le point de vue du roi, et du coup, il a des doutes assez importants, mais il n'a pas la certitude. Donc ça, ils l'ont gardé, et à l'inverse, pour d'autres... Ah oui, ça, c'est l'héritage du bouquin, d'accord. J'avais pas vu ça comme ça. Oui, d'accord, ok. Hyper intéressant. Et à l'inverse, pour d'autres, ils ont fait des choix. C'est-à-dire que... je vais rester sur le personnage de Daemon. Il a une première femme qu'on voit dans une scène prologue, dans une scène où elle est la seule, une séquence où elle est la seule à parler. Daemon n'a pas une seule réplique, et c'est la scène où cette première femme va mourir. Voilà, elle tombe de cheval globalement, et Daemon n'a pas une seule réplique. On comprend très nettement dans la série, on le voit la tuer, clairement, même si d'abord elle tombe de cheval, mais ensuite il va l'achever.
dans les livres, on nous dit pas que c'est lui qui l'a tué. Dans les livres, on ne sait pas. C'est-à-dire que, t'as des doutes. C'est-à-dire que, à ce moment-là, lui, ça l'arrangerait de plus être marié. Oh, ça tombe bien, sa femme est morte. Donc, tu vois, en le lisant, tu dis, c'est un peu louche. Mais le bouquin le dit jamais, clairement. Là, la série fait un choix de représentation. Parce que c'est leur choix aussi d'adaptation. Mais donc, ils sont plus tranchés sur certains éléments. Voilà. Ok. C'est intéressant aussi cette manière de s'insérer dans les interstices un petit peu du récit, ces zones d'ombre. Alors tu me corriges Justine, parce que ça fait longtemps moi que j'ai eu le premier tome de Game of Thrones et la première saison aussi, mais dans mes souvenirs, un des moments vraiment intéressants d'adaptation de la première saison, c'est l'ajout d'une scène entre Robert et Cersei. Cette scène, elle est magnifique. Qui sont deux personnages qui n'ont pas de chapitre point de vue dans le roman, ce qui fait qu'on ne pouvait pas y avoir accès, enfin en gros il pouvait pas y avoir cette scène-là dans le roman, alors que là, dans l'adaptation, ils ont fait ce choix de nous l'offrir, et ça a vraiment enrichi les deux personnages. Et donc ça, on voit un peu l'héritage des choix déjà qu'il y avait eu d'adaptation de Game of Thrones, qui se répercute peut-être dans House of the Dragon, mais on retrouve une force là qui pouvait y avoir justement, ce qu'on peut apporter quand on adapte un roman en série, quoi. C'est ça. Et justement, moi, alors je vais commencer un petit peu pour les avis. Moi, un truc qui m'a à la fois extrêmement dérouté au début, et en fait, la série avance et tu te rends compte que, enfin, je me suis rendu compte que je lui trouvais beaucoup de qualité, et pour le coup, parallèle évident avec Rings of Power, c'est la notion de temps et de temporalité. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas du tout compris, enfin, au début, que ils allaient vraiment passer des chapitres, que d'un épisode à l'autre, il y a 7 ans qui se passent. Et du coup, effectivement, si tu le savais pas en regardant, ça doit surprendre. Ah que au début, ça déroute, hein. Tu dis, attends, mais elle ressemble quand même vachement à la gamine de l'épisode d'avant, non? Ah oui, c'est elle, d'accord, ok, d'accord, très bien. Et vraiment, j'ai eu des moments comme ça et en fait, au début, c'est déroutant parce que t'as envie d'en savoir plus, t'as envie de voir ce qu'il y avait pendant cette ellipse, t'as envie d'en savoir plus, donc ça crée une attente, ça crée une mini déception, mais en même temps, t'as pas le temps d'être déçu parce que ça passe sur autre chose, et on te fait comprendre que l'ellipse est quand même censée dans la narration, et ça fait qu'en fait tu t'ennuies pas vraiment dans cette saison 1. Moi il y a pas eu vraiment de passage où je me suis dit oui bon ça aurait mérité une ellipse, c'était pas forcément nécessaire. Parfois c'est des petits, enfin c'est vraiment, on sent que c'est vraiment pour arriver à un événement, un truc qui s'est passé et qui est hyper intéressant. Je ne m'étais pas fait spoiler. Je pensais m'être fait spoiler parce que j'avais vu une image d'un Targaryen qui ressemblait quand même vachement à Matt Smith avec un bandeau un bandeau de pirate, et je me suis dit ah donc il y a un moment où il va perdre un œil. Que nenni, ce n'est pas lui. Ah ouais, et là non. j'étais un peu content, je me suis dit en fait c'est son fils, cousin, je sais pas, c'est trop compliqué. Ah, puis même le nom ressemble, hein. Il y a Daemon et Aemond. Le D est au début ou à la fin, mais c'est... Ouais, et j'aime beaucoup d'ailleurs ce personnage-là. Et globalement sur la série, j'ai passé un bon moment. J'ai vu Rings of Power avant et j'ai regardé House of the Dragon après. Ce qui fait que quand j'ai commencé House of the Dragon, j'étais très indulgent sur Rings of Power. Ce qui peut vous surprendre vu tout ce que j'ai raconté en début d'émission. Et en fait, j'ai fini alors j'ai pas adoré la fin de la saison 1, je trouve que ça finit pas par un truc si épique. Alors les dragons, bon, c'est ce que j'ai mis sur Discord quand Guillaume m'a demandé mon avis à la fin. Les dragons, c'est sexy, quand même hyper stylé, ce battle de petits dragons contre gros dragons, tu vois. Là, je suis un gros fanboy. Mais bon, le gros dragon mange le petit dragon. Fin. Et bon, je m'attendais peut-être à un truc un peu plus, tu vois. C'est pas tout à fait ça la scène de fin. Voilà, c'est pas ça la scène de fin. Ah merde. Ah non. Bah, la scène de fin, c'est Rhaenyra qui apprend que son fils est mort. Et là, ça va pas être la même. Ah oui, avec la cheminée. Oui, mais c'est... Oui, mais c'est... Ah, non, mais c'est intéressant. Ça vous a... Bah oui, le combat des dragons, pardon, mais c'est sympa, mais... Oui, mais ce qu'elle apprend, tu viens de le voir. J'aime bien que toi t'étais au courant, mais elle le savait pas. Je veux dire, le personnage est construit depuis qu'elle est couronnée comme justement une figure magnanime qui fait tout pour ne pas enflammer le royaume. C'est tout ce qu'on te vend depuis 2 épisodes. Ouais. Et là, on te fait comprendre que mais en fait, fallait pas toucher à ses enfants, quoi. C'est fini de jouer, là. Ouais. Parce que maintenant ça va être là. Et l'actrice le rend de manière incroyable, quoi. Donc en plus la scène est quand même géniale parce que elle ne possède aucun dialogue. C'est-à-dire que Daemon s'approche d'elle, tout se fait de dos, et la musique, tous les sons de la pièce se tairent, il n'y a plus de son, quoi, il me semble qu'il n'y a plus que de la musique, et elle finit par se retourner, voilà, quoi, la scène vient quand même et ça t'a bouleversé.
Ah ouais, bah. Ok. Non, mais c'est pas un jugement. La scène non, qui non. m'a le plus bouleversé. C'est pas du tout un jugement, mais ça m'étonne parce que la preuve, c'est que moi, j'avais même pas pensé à cette scène, quoi. Tu vois, quitte à faire une saison d'introduction, là, au moins, ça pète. Là, on a envie de voir la saison 2 parce qu'on se dit, bah, attention, parce que là, ça va plus déconner, quoi. Parce que c'est la danse des dragons et c'est la guerre ouverte avec des gens qui ont des dragons des deux côtés. Donc, si tu es intéressé par les combats de dragons, tu vas être satisfait de la suite. Je te cache pas. Alors, on nous dit que la scène de fin a été improvisée parce qu'au départ, elle devait se dérouler dans la salle du trône avec Rhaenyra sur le trône, mais la maquette n'a pas été prête à temps, donc ils l'ont filmé devant le feu. Ah, c'est vrai ça c'est ou intéressant, je savais pas. C'est pour la blague quoi là ou ça me paraît un peu gros. Bon les gars, on n'a pas reçu la maquette, comment on fait Dans la série, il y a eu plusieurs moments qui ont été on va pas dire, enfin, voilà, improvisé ou disons changé à la dernière minute pour des questions techniques ou des tentatives qui ont été faites. Donc ce serait pas impossible. Hein. Ouais, non, mais c'est et un autre point, ce qui est quand même hyper qualitatif, je trouve, c'est le casting. C'est-à-dire que vraiment, j'ai l'impression que tous les acteurs alors moi, il y a un qui est tellement bon que finalement, il est presque genre il est bon et c'est acté. C'est l'acteur, c'est Viserys que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce roi vieillissant que tu vois évoluer, tu le vois triste, mais en même temps c'est un peu un fils d'up quand même, mine de rien, sur certains trucs, mais pas non plus, tu vois, c'est pas non plus un monstre et qui finit littéralement cadavérique. Voilà, la séquence, ils ont fait un personnage fabuleux avec cette séquence d'arrivée dans la salle du trône. Et l'acteur, et t'as raison, hein, est absolument... Ça, c'est alors parfait. Paddy Considine, qui alors que moi ça me tue de rire parce qu'à chaque fois j'ai l'image dans Hot Fuzz, évidemment j'ai envie de je peux pas, oui, les deux flics teubés de Hot Fuzz, et c'est tout le talent du gars. J'aime beaucoup l'acteur, mais c'est Rhys Ifans aussi qui a un peu qui est très important au début mais qui devient un peu secondaire, et les personnages féminins également. Petit quiz, alors si vous avez la réponse, du coup c'est un peu nul parce que ça tombe à l'eau. Quel acteur joue dans dans Rings of Power et dans Game of Thrones? Moi. Non, vous savez pas. Faut participer parce que sinon il y a un blanc. Quoi, écoute, là comme ça. Mais si tu veux des croisements comme ça, j'en ai plein, hein, parce qu'il y a pas que ça. Si je sais. Vas-y. C'est celui qui joue je sais plus comment il s'appelle, mais c'est celui qui joue Benjen Stark dans Game of Thrones. Okay. Et Adar, c'est ça Oui, c'est ça. Ah, mais c'est Joseph Maul. Et il y a pas que lui, hein. Et un autre. Elrond dans Rings of Power. Ah oui, c'est vrai. Il joue le jeune Ned Stark dans Game of Thrones. Mais il y en a plein, si vous voulez c'est ton domaine, Justine. Écoutez, il faut venir préparer au bout d'un moment. Le chef aussi de la garde royale dans House of the Dragon, c'est un acteur qui joue dans pas mal de trucs fantasy aussi. Il est dans tous les trucs sur le Moyen-Âge. Moyen-Âge. Dans The Witcher et dans The Hobbit. Ouais. Et Outlander. L'acteur qui joue Aemon, justement, celui Ewan Mitchell qui perd un œil, il est dans The Last Kingdom. Aussi une autre série qui parle du Moyen-Âge. Très très bien cet acteur aussi. Il arrive très tard et il a finalement assez peu de trucs et ouais franchement c'est peut-être celui qui m'a le moins convaincu dans la transition entre par contre l'acteur du jeune homme et l'acteur de l'enfant et du jeune homme, je trouve. Autant tous c'est assez bluffant, autant celui-ci moins peut-être. Mais il en manquait un qui a vraiment l'air d'avoir le vice. Tu vois, déjà petit, tu sens que lui c'est un mauvais et il en manquait un qui est vraiment direct parce que bon, pour moi la seule tête d'affiche de ce casting c'était Matt Smith dans le sens où c'est le seul qui avait vraiment un nom et une carrière conséquente avant aux yeux du grand public. Ah, Considine quand même aussi. Paddy Considine. Est-ce que les gens avaient son nom déjà? Est-ce que tous les gens qui regardaient peut-être pas, ouais. Moi-même, j'ai dû aller vérifier le nom du gars sur Google, tu vois, mais c'était le gars de Hot Fuzz, là où Matt Smith. Le gars est un docteur, donc c'est déjà comme Briac d'ailleurs. C'est un docteur. Non, mais quand même, c'est quand même hyper dans une carrière d'avoir un rôle pareil, c'est quand même quelque chose. Et voilà, il a été dans Morbus, vraiment des trucs hyper qualitatifs. C'est méchant. C'est méchant. Il a signé, il a pris son billet. Maintenant, il assume. Et moi, je pensais que vraiment, ça allait presque être le personnage principal, mine de rien. Enfin, qui allait vraiment avoir une importance capitale. Alors, hyper important, hein, c'est pas ce que je veux dire dans toute cette saison. Mais ça reste un personnage secondaire, mine de rien. Je trouve. C'est pas là où c'est justement les femmes. Rhaenyra qui est notamment pour moi le personnage principal. Alicent aussi est hyper importante. Ah, puis l'actrice qui joue, enfin les deux actrices qui jouent Rhaenyra, mais notamment Rhaenyra jeune, Millie Alcock. Excellente.
Je la trouve absolument fabuleuse. Les deux, Enfin, franchement, les deux sont vraiment top. Et effectivement, tu parlais de la transition physique entre les jeunes et les moins jeunes. Au passage, ils ont changé les actrices, mais pas Matt Smith. C'est intéressant aussi. Voilà. Matt Smith, c'est celui qui a le moins de... Je sais même pas si effectivement ils lui ont fait quelques prothèses. Peut-être quand même vers la fin, j'ai l'impression qu'il a gagné un peu de joues. Ah ouais? Mais franchement, il s'en sort bien par rapport à d'autres. Et il est un peu rajeuni au début aussi, en fait. Rhys Ifans aussi, bon, tu vois, c'est moins fort que d'autres, quoi. Ouais. Mais quelle différence d'âge ils sont censés avoir, Rhaenyra et Daemon? Ça va être 10 ans, un truc comme ça, c'est pas tant que ça. Je t'avoue que je sais plus. Puis, à l'occasion, allez jeter un œil. Il y a dans les éditions de Feu et Sang, il y a un arbre généalogique, mais il a été simplifié pour correspondre à ce qu'il y a dans la série. Il a été simplifié notamment par l'équipe de la garde de nuit. Mais du coup, voilà, allez jeter un œil à l'occasion sur les travaux de la garde de nuit, parce que déjà, c'est vachement bien ce qu'ils font. Mais ils ont fait un arbre généalogique un peu simplifié, qui correspond à ce qui a été mis en scène dans cette première saison de House of the Dragon. Pour pas se faire spoiler, j'imagine. Et de toute façon, oui, il faut avoir vu, c'est mieux. Mais ils l'ont fait au fur et à mesure d'ailleurs de la série. C'est ça, ils l'ont fait au fur et à mesure des épisodes, donc c'est vachement intelligent et c'est hallucinant parce que effectivement, il y a des croisements dans tous les sens. Je ne sais pas qui dans votre équipe, la garde de nuit, a fait cet arbre généalogique, mais bravo, parce que entre les cousins, les neveux, les nièces, les mariages entre frères et sœurs, c'est bien prise de tête. Donc voilà, c'est bien d'avoir un arbre généalogique pour situer tout ça. S'il passe par là, c'est bravo. Coucou à Roison Talk Show qui est parmi nous. Merci de passer et merci pour vos réactions. Qu'est-ce qu'on nous dit? La couronne est tombée par terre pendant le tournage. Oui. Matt Smith l'a ramassée. Ils ont continué. Ah non mais c'était pas prévu. Que des beaux trivia dans ce chat sur House of the Dragon. Et c'est une des plus belles séquences de la saison, je trouve. Toute cette entrée et puis voilà la relation entre les deux frères dans ce geste-là, effectivement, c'est magnifique. Ce bon vieux Briac, qu'est-ce qu'il en a pensé de House of the Dragon? Plus ça avançait, plus j'étais convaincu. Alors je pense que j'ai quand même des réserves sur la série dans son ensemble. Je pense qu'elle est loin d'être parfaite, mais j'ai quand même apprécié grosso modo. Alors si je dois dire mes réserves tout de suite, personnellement, c'est principalement en termes de mise en scène et de photographie. Je trouve que ça manque beaucoup d'ampleur, ça manque d'idées, et même moi, vraiment en termes techniques, j'aime pas comment c'est éclairé. Je trouve que c'est vraiment très dans une approche à la mode. Et c'est-à-dire que tout est fait à l'étalonnage et pas forcément dans l'éclairage sur le plateau. Et ça tranche beaucoup si vous rematez une saison de Game of Thrones. Derrière, vous allez voir vraiment le contraste dans les contrastes, justement. Alors moi, j'aime même la saison 1. Même la saison 1. Elle est jolie, la saison 1 de Game of Thrones. Et ça, moi, vraiment, bon, ça, c'est ma réserve. J'ai du mal avec ça, mais ça entache absolument pas le plaisir. Après, j'ai trouvé qu'il y avait quand même parfois des petits contrairement à toi, des petits soucis de rythme en début de saison. Après, c'est peut-être ce que moi je regardais dans le rythme de diffusion. Donc, tu vois, on avait un épisode par semaine. Donc, parfois, j'étais genre, je trouvais que certains épisodes auraient pu être un peu plus travaillés dans la structure, dans la manière dont certaines intrigues pouvaient se répondre pour que ce soit un peu plus riche dès le début. Mais en général, quand on passait du temps sur quelque chose, plus tard, c'est ok, c'est pour ça qu'on a introduit ce petit élément-là. Donc dans l'ensemble, ça m'a plu. Je trouve que par contre, ça pêche pour moi assez énormément sur les scènes d'action. Je pense par exemple à cette scène où quand ils viennent chercher, comment il s'appelle, Aegon pour le couronner, il y a les deux jumeaux, Eric et Arik, et les trucs qui se battent. Je trouve qu'elle est super mal foutue cette scène, alors qu'elle pourrait être très sympa. Je m'en souviens plus, beaucoup de problèmes, ouais, c'est ça, pareil. Puis, ouais, la plupart des scènes d'action, je suis pas rentré dedans. Et aussi d'un point de vue narratif, ça faisait que, par exemple, le fait de mettre cette scène avec la bataille, le crab feeder, je crois que c'est dans l'épisode 3 ou 4, où on voit justement Daemon qui arrive et qui défonce tout et tout. Bah, cette scène, en fait, elle est trop longue pour moi parce qu'en fait, on n'est pas encore assez attaché au personnage et ce qui se passe n'est pas encore assez important pour que on rentre complètement dedans. Pourquoi elles marchaient bien, très bien, les batailles de Game of Thrones? C'est que quand on a par exemple celle de King's Landing, la bataille de Blackwater, là, c'est au bout de 2 saisons. On connaît très bien les forces en présence, on a du mal à dire de quel côté on est. Et ensuite c'est parti, on y va. Et du coup on est ému, on a peur, qu'il se passe quelque chose. Il y a une tension, là, quoi. voilà, bon, à part Daemon. Ouais. On sait pas encore ce qu'on est censé ressentir avec ce personnage. C'est ça. Les Valyrians qui sont là, on les connaît pas encore tout à fait à ce moment-là. L'ennemi, c'est juste un espèce de type monstrueux, on s'en fout. Et du coup, on ne sait pas ce que c'est les Deep Ones, hein, c'est ça? On sait pas.
Non, Bah, je sais pas. si, c'est le mec engagé par la triarchie, là. Enfin, c'est un prince. Oui, mais c'est quand même Avec les crabes. c'est quand même fou de mettre une armée presque en scène pour qu'en fait, non. Bah, ils se font battre, voilà. Mais c'est, en fait, pour moi, c'est ça. C'est le Quand même un écueil pour moi. Je veux dire, oui, bon. En plus, le boss, bah, il y a quand même un parallèle avec Viserys, enfin, visuellement quand il a son masque. Je aussi sais pas à la pourquoi fin. d'ailleurs. Enfin, bon. Bah, Mais, si. Pourquoi? Quel Bah, rapport entre les deux personnages? Bah, l'opposition avec Daemon. Et du coup, il est battu par Daemon. Et Bah, c'est-à-dire que le moment où Daemon fait semblant avec son drapeau blanc, fait semblant de mettre en place une trêve, etc., pour mieux aller attaquer tout seul comme un grand, alors qu'il y a les renforts, notamment de Viserys qui arrivent, c'est clairement, c'est un mouvement, c'est une tentative de prendre le pouvoir par Daemon. D'ailleurs, quand on le revoit après, il a une couronne en espèce de bois flotté là. Foreshadowing un peu. D'accord, Voilà, non mais ok. c'est clairement des choses comme ça. C'est un peu plus subtil dans le texte. Là forcément c'est condensé donc ça apparaît comme ça. Mais j'ai trouvé que ce côté justement esthétique rappelé avec le visage de l'ennemi qui annonce déjà le visage de Viserys par la suite, j'ai trouvé que c'était pas mal pensé. Moi. Ok, d'accord. Oui, mais dans les faits, je sais pas. Mais après, j'ai trouvé ça sympa. Mais c'est pas à ce moment-là, la série ne m'avait pas encore chopé. Pour finir, pour accrocher, donc justement, j'ai eu du mal avec ces moments plus spectaculaires. Je trouvais, souvent assez peu intéressants, ou alors parfois pas très bien foutus, même quand Rhaenys arrive dans le temple, enfin pendant le couronnement de Aegon, là, qu'elle sort avec son dragon. Qu'elle est devant tout le monde. J'ai trouvé ça badass. Et bah moi alors je sais pas trop, enfin c'est plus en fait la manière dont c'est filmé où on ressent pas la physicalité des trucs, j'y crois pas en fait. Enfin je sais pas, il y a un problème là où pour comparer forcément avec Game of Thrones parce que voilà, les scènes d'action de Game of Thrones étaient toujours très très bien foutues, c'était toujours vachement pas toutes. Bah la plupart quand même. J'ai revu Hard Home l'autre jour, donc c'est cet épisode qui se termine avec. C'est les dernières saisons. Oui, bah après les premières, il y avait pas beaucoup de moments spectaculaires, donc on peut pas trop comparer. Mais justement parce qu'il y avait pas. Mais regarde la bataille du bois au murmure, enfin justement une bataille qu'on n'a pas pour des questions de budget. Bah ouais, mais du coup, on s'en fout de cette bataille. Ouais, mais du coup, moi je préfère une bataille qu'on ne voit pas qu'une bataille qui est mal foutue. C'est vrai. Moi aussi. C'est vrai aussi. Non, c'est vrai, Game of Thrones, en fait, c'est plus qu'il y a des moments de ouf, en fait. C'est un peu ça que tu veux dire. L'arrivée de Stannis, par exemple, qui sauve tout le monde, tu vois, alors, il y a vraiment des côtés, des armées, on est dedans, quoi, les bruits des chevaux et compagnie. Quand ils veulent faire spectaculaire dans Game of Thrones, moi ça m'est jamais arrivé de me dire, ah, j'y crois pas, enfin ça marche pas. Mais là où je voulais en venir surtout, c'est que par contre, là où la série est très réussie pour moi, c'est les petits moments intimes. C'est là où c'est très fort, c'est dans les relations des personnages, les moments, tout ce qui est Viserys, justement, toute cette scène avec, où il essaie d'avoir tout le monde qui s'entend au banquet et il se dit, ça y est, j'ai réussi, on a ce petit plan sur son regard alors qu'il les regarde danser. Tout ça, c'est très très fort. Et ça c'est réussi. Oui. Et c'est pour ça que je me dis, ces scènes d'action, elles sont aussi là parce que c'est l'héritage de Game of Thrones, qui est une série qui, dans les années 2010, a fait grimper le budget des séries et a dit, oh, regardez, on peut aussi faire ça à la télévision. Et je me dis, ça aurait été bien peut-être de les garder, même si, bon, je comprends encore une fois la logique commerciale, pour la partie Danse des Dragons dans la saison 2, et de vous concentrer là sur votre force, c'est-à-dire vraiment l'écriture des personnages et ces petits moments où là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Là, ils ont fait un panel de personnages et après, peut-être qu'il y aura des scènes plus badass et peut-être que le budget est aussi allé énormément dans les dragons. Parce que là où il y en avait 3 dans 8 saisons. Et dans Matt Smith. Oui. Mais, parce que pour le coup, les moments, avec les dragons, encore une fois, le fanboy, je sors la carte fanboy, mais vraiment les moments dragons, moi, ils m'ont eu, C'est vraiment, moi, la scène avec, Aenys qui peut tuer Alicent et qui ne le fait pas. Vraiment, parce que l'épisode se termine là-dessus, vraiment, le fanboy a lâché un badass. Genre vraiment le côté j'aurais pu vous tuer et je l'ai pas fait, elle se barre sur son gros dragon. C'est un plaisir oui, fanboy quoi, clairement la scène justement, je parlais des gros dragons, même quand le petit il arrive chez Tully, je crois, chez les Tully à la fin où il y a le borgne, je crois il y a un éclair et tu devines le dragon dans la nuit et tout. Pas mal quand même, tu vois, genre tu sens qu'ils ont fait aussi à l'économie parce qu'ils pouvaient pas, c'est le plus gros dragon, mais on est dedans quoi, tu vois, la pluie, le rythme, tout ça, j'ai trouvé ça j'ai pris un plaisir à ce niveau-là et ça faisait, mine de rien, on en a parlé dans Spoiler, mais ça faisait assez longtemps quand même qu'une série m'avait pas vraiment donné envie de, il est tard mais allez vas-y, je mets quand même l'épisode d'après parce que c'est cool. Guillaume, on t'a pas beaucoup entendu. Oui, c'est parce que globalement je me range
à la vie, et je viens de détruire mon bureau en live. Non, je me range à l'avis global de ce que vous avez dit. Effectivement, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans au début. Les premiers épisodes, voilà, m'ont laissé un peu de côté parce que, en vrai, j'avais du mal à voir une diversité dans ce qu'on me proposait. Je me disais, ok, bon, l'esthétique est là. J'étais dans les chaussons, quoi. L'esthétique était là. On était à King's Landing et on n'en bougeait pas trop. Tous les personnages font partie des Targaryens, du coup il n'y a pas trop de voilà. Enfin, au début on est vraiment dans un petit écosystème, quoi, et puis le temps d'apprendre à connaître les personnages, évidemment, quoi. Et c'est ce que dit Briac, plus ça va, mieux c'est. Et il y a à peu près effectivement un déclic au milieu de la saison qui se passe avec la montée en puissance des enjeux autour de Rhaenyra, le fait qu'elle accepte son destin, etc. Et le changement aussi, quand même, mine de rien, le changement, c'est dommage parce que pour le coup, effectivement, l'actrice qui la joue jeune est excellente, mais moi j'ai vraiment commencé à vraiment apprécier le personnage au moment où elle a été plus montrée adulte. Et oui, je me suis fait, j'ai été complètement absorbé par ce que la série propose en termes d'émotion. Là, les derniers épisodes, il y a il y a au moins une scène qui te met un peu les larmes aux yeux si t'es tenté, si t'es un minimum attaché au personnage, aux dynamiques entre les personnages et à ce qui se passe. Tu peux pas, voilà, je pense que tu peux pas passer à côté. Et je trouve par contre que, à la différence pour le coup de The Ring of Power, c'est que House of the Dragons, mis à part ses dragons, n'est pas tellement une série fantasy pour l'instant. Dans le sens où finalement on est principalement sur des intrigues de cour et sur des choses qui sont très terre à terre, de la guerre, des enjeux de pouvoir et tout ça. Je me permets de rebondir sur ce point, Guillaume, parce que j'ai écouté le podcast en partie de Mimi Hegel et Tequila Text et Fab Florent notamment. Mais justement, il disait qu'en fait, je trouvais ça intéressant, il disait qu'en gros Game of Thrones c'était très magie et pas tant politique que ça en fait dans les faits. Et que House of Dragon se veut être un peu l'inverse. La partie magie dans House of Dragon est quand même, et c'est pas une déception, le mot est fort, mais c'est vrai que moi j'en aurais aimé un peu plus. Magie, c'est un peu fantasy, hein, c'est un peu ce que je veux dire. Là où c'est quand même, et Justine, je pense que tu auras quelque chose à dire là-dessus, c'est très médiéval, du coup. C'est très les châteaux, les machins, les jeux de pouvoir et compagnie, quoi. Ils ont peut-être essayé de proposer autre chose, justement. Ouais, alors moi j'ai des choses à dire au sens où Game of Thrones, pour moi au contraire, c'est justement pas de la magie, au sens où George Martin a bien mis en avant le fait que lui son but c'était de faire de la fantasy pour les gens qui aiment pas la fantasy, si bien que la magie en fait apparaît pas tant que ça. Tu regardes la première saison, on nous met les marcheurs blancs 15 secondes au début et on a des dragons que à la fin, donc il y a une lente progression vers justement cette magie. Et si tu regardes bien, outre les dragons, t'as peu d'usage de magie à proprement parler, mais je comprends l'idée. Après, dans Game of Thrones, ouais. Ah, quand même. Les marcheurs blancs. Les marcheurs blancs, on les voit quasiment jamais. On en parle, mais personne n'y croit. Il faut un moment pour que ça se mette en place, tout ça. Et justement, alors oui, tu as raison, mais on nous fait croire que la magie est présente. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la magie revient, justement. C'est tout le principe. Daenerys, quand elle fait revenir les dragons, j'ai aussi la scène, moi, qui m'a marqué, c'est sur quand Lord Varys, on voit qu'il a un mec dans sa boîte, là. Je sais pas si vous vous souvenez de ce moment. Ouais. Ouais. Genre, c'est trop bizarre, c'est quoi, tu vois, et en fait on se doute qu'il y a un truc hyper glauque dessous, et en fait on saura jamais rien. Mais tu vois, mais il y a pas de magie là-dedans, tu vois. Il y a une sorte d'incantation, non? Ah non, c'est Varys qui explique comment il est devenu. Parce que c'était un magicien qui l'a effectivement castré, voilà. Mais du coup, la magie est là. Oui, mais on en parle, on la voit pas. À part les dragons, tu la vois pas. Oui. Mélisandre, quoi. Voilà, et puis Mélisandre, en fait, elle. Ouais, quand même. Non, mais c'est très bien, elle peut ressusciter des gens et elle allume trois haracs et ils se font éteindre tout de suite. Donc, mais oui. Ouais, elle accouche quand même d'un espèce d'être monstrueux qui tue Renly. Ah non, mais je suis d'accord, hein, c'est de la fantaisie, il y a de la magie, etc. Mais c'est pas constant. Là, on va avoir Willow. Là, on va avoir de la magie avec un autre niveau, si tu veux. Donc, c'est le but de Martin, c'était aussi d'amener cette magie petit à petit. Là, dans House of the Dragon, c'est pas le même objectif au sens où, ils savent déjà qu'il y a justement tous les fans derrière de Game of Thrones qui sont pas loin, hein, parce que Game of Thrones, ça s'est terminé en 2019.
il y a pas si longtemps que ça. Donc ils capitalisent sur cette base-là, et puis ça s'appelle House of the Dragon. Donc ils vont nous mettre des dragons, forcément. Ils savent que les gens, voilà, hein, tu disais, toi, tu fais ton fanboy, mais t'es pas le seul. Il y en a plein qui attendent avec impatience de voir arriver les dragons. Donc ça fait partie du truc aussi. Hein. Nous allons dire au revoir à celui qu'on appelle Briac, Oui. puisque c'est son prénom. Briac, il doit nous laisser. Le Picard Elec. Je dois m'en laisser, je dois choper un dragon là, je dois y aller. Voilà, bah n'hésite pas, tu l'embrasses pour nous. Et voilà, merci Briac, on te laisse Des bisous. reprendre le cours de ta vie. Ciao. Merci en tout cas. Ciao. Salut Briac. Et on va finir tranquillement à 3, à 4 même avec le chat. N'hésitez pas à nous donner votre avis d'ailleurs le chat sur cette saison 1. Ça nous intéresse beaucoup. On parlait de la magie et j'ai envie de dire, moi c'est à la limite le côté politique, moi j'aimais bien dans Game of Thrones, c'est un peu ce que j'aimais le plus. En fait, quand tu revois la série, tu te rends compte à quel point tout part de un truc et que c'est les conséquences de trucs là qui vont durer 8 saisons. Et en fait là, ça me donne juste envie de croire que, ça me donne juste envie de voir les saisons suivantes, quoi. Donc, alors je sais pas si eux aussi ils vont mettre 1 an et demi à faire une saison 2. C'est un peu prévu, ouais. Ouais. 2024. En fait, ça va vraiment jouer là-dessus, je pense, avec Rings of Power. C'est le premier qui va revenir. Parce que si Rings of Power ils reviennent avant avec une putain de saison 2, là ça va vraiment être conséquent, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Que House of the Dragon, ils sont quand même installés, quoi. Donc, Je pense que les deux sont installés, honnêtement. Pour des raisons différentes, avec des fonctionnements très différents, mais je vois pas une des deux séries se faire annuler, si tu veux. non, annulez, comme vous y allez. En tout cas, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ils vont gérer leur diffusion, parce que là, ça avait été un petit peu sale quand même, dans le sens où justement Rings of Power avait, Amazon pour le coup avait essayé de contenir la menace House of the Dragon en diffusant la série avant House of the Dragon et en essayant de lui couper un peu l'herbe sous le pied. Donc il y avait vraiment, c'était clairement là les deux séries de la rentrée, elles étaient diffusées en même temps, c'était assez incroyable. Donc alors que les deux ont très bien marché, je crois. Ouais, je sais pas, faudrait regarder. Le souci, c'est que on n'a pas les chiffres d'Amazon, ou plus exactement, on a des chiffres, mais on ne sait pas comment ils sont calculés. Ok. Ce qui fait que et c'est important ces questions de calcul, parce que on le voit quand Netflix a changé sa façon de calculer, ça a bouleversé toutes les statistiques. Donc voilà, tant qu'on n'a pas de détails sur ça, tant qu'il n'y a pas d'études notamment, c'est compliqué de savoir vraiment ce que ça représentait et ce que ça représentait aussi niveau budget, parce que voilà, il n'y a pas eu le même apport non plus des deux côtés. De toute façon, c'est une économie qui est devenue très compliquée à comprendre quand on n'est pas dedans. Tu vois, tu mets autant d'argent, comment est-ce que tu arrives sur ton investissement, tout ça. Là où je trouve que House of the Dragon a quand même fait beaucoup plus parler. Je pense que vous avez vu cette vidéo à New York d'un immeuble. Et c'était une sorte de publicité interactive. J'ai pas vu ça, moi. Non, c'est qu'il y a quelqu'un qui a filmé un immeuble de New York, et tu vois que toutes les lumières réagissent de la même manière, et qu'en fait ils sont tout l'immeuble est en train de regarder House of the Dragon, tu vois. Que Rings of Power, Quoi? Tu as levé les yeux au ciel. Non, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est la véracité de cette image? Je doute de la véracité de cette image. Mais effectivement, le coup de com' en tout cas était et la réalité était peut-être là, ouais. En effet, sur le fait que ça a été un phénomène, grand public de toute façon, quoi. Après, franchement, j'ai l'impression que les deux séries ont autant fait parler d'elles, mais pas pour les mêmes raisons, quoi. Donc c'est sûr qu'il y en a une qui s'en sort mieux qu'une autre, je pense, en termes de couverture et de traitement, d'analyse, quoi. Et Justine, justement, sur ce sujet féminin, la place des femmes, tout ça, est-ce que tu as trouvé plus ton compte à ce niveau-là dans ce mal dit, pardon, plus ton compte. Je sais pas si c'est ce que tu cherchais vraiment, mais si on l'a évoqué pour Rings of Power. Donc et d'ailleurs on a cité les noms des acteurs et pas les noms des actrices, mais on a évidemment Olivia Cooke dans le rôle d'Alicent Hightower adulte et Emma Darcy pour Rhaenyra adulte. Moi j'ai mentionné aussi Emilie Alcock parce que c'est celle qui joue Rhaenyra jeune et que je la trouve absolument fabuleuse. Et Rhaenys, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Mais voilà, mais de toute façon Rhaenys c'est la queen, il y a pas best. Ouais. Mais justement, tu vois, c'est un truc que autant dans Rings of Power, on a des personnages féminins variés avec plein d'options, etc. Mais on s'en fout un peu.
clairement. On s'en fout. On s'en Que fout. ce soit des femmes ou des personnages. Non, des personnages. C'est-à-dire que ce soit des hommes ou des femmes, les 3/4, leur parcours, on n'est pas attaché. Pour tout ce qu'on a pu évoquer. Non, je suis pas d'accord. Non. Dans Rings of Power, tu t'es attaché au personnage. Ah, pardon, je croyais que tu parlais de Dragon. Non, mais justement. T'as vu? Faut pas lui dire 2 fois, là, Justine. Hein. Pardon. T'as dit quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Sinon, je sors l'arbalète, méfie-toi. Mais du coup. Non, c'est vrai, oui. Non, mais justement, c'est ça qui fait, je pense, qui, pour moi, au niveau des personnages féminins, fait une grande différence. C'est que dans Rings of Power, on a des personnages féminins variés, mais vu comment c'est construit, on s'en fiche un peu de leur parcours, on s'attache pas vraiment. Alors que dans House of the Dragon, on a des personnages féminins, pas tant que ça, au sens où si tu regardes bien, on se concentre sur Rhaenyra, Rhaenys et Alicent, surtout. Ces 3-là qui sont vraiment développés. Après, c'est déjà bien, clairement. Je sais même pas s'il y en a d'autres, vraiment. Ah si, il y a Lyanna aussi. Voilà, si, il y a les différentes femmes ou conquêtes de Daemon, dont certaines vont avoir un rôle par la suite. Mysaria quand même aussi. Voilà. Mais tu vois, en fait, on a peu de différences. C'est-à-dire que ça va être des personnages, surtout pour Rhaenyra et Rhaenys, des personnages féminins liés au pouvoir, avec tout ce que ça implique de lutte, etc. Alicent a une posture très différente, mais qui va aussi être liée aux questions de pouvoir, parce que c'est les enjeux de la série. Si tu veux, on a moins de modèles variés. Mais parce que les personnages sont peut-être plus approfondis, parce que on a une construction différente qui fait que on a leur évolution, déjà, on a leur relation de pouvoir, leur relation politique, mais aussi leur relation familiale. On a des scènes de discussion entre femmes qui parlent du pouvoir, mais pas que. Enfin voilà, il y a d'autres réflexions comme ça qui font que je me suis clairement beaucoup plus, peut-être pas attachée, mais je me suis beaucoup plus investie, on va dire, dans ces personnages féminins, alors qu'il y a moins de modèles différents, tu vois. Donc c'est pas forcément le nombre qui chacune est un modèle à part entière, quoi. La série s'ouvre quand même sur en plus de ça et de toute façon sur quand même quelque chose d'assez fort où justement on dit ça aurait dû être Rhaenys la reine selon toute vraisemblance, mais c'est pas possible en fait. Et ça traverse toute la saison, notamment à travers ce personnage-là qui n'aura de cesse de dire à ses consoeurs, mais laisse tomber, t'y arriveras jamais, et au contraire de dire que côté Rhaenyra, en fait, mon père, il a peut-être pas trop choisi, mais en fait, moi, je le veux, ce truc-là, maintenant. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est tout ce parcours-là, quoi, de se dire comment elle s'en empare, comment elle fait en sorte que ça soit son truc à elle à la fin. Elles sont vraiment actrices. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien, quoi, ouais. Et à la fin, le petit symbole hyper cool, quand elle arrive, elle est couronnée, elle arrive sur la table de commandement et qu'elle a fait appel à ses nièces, cousines, les filles du coup que Daemon a eu avec la sœur de son ancien mari qui est aussi son cousin par le côté de et qu'elle elle les invite à la table et tout. Enfin voilà, il y a tout ça conclut au fait qu'il y a un symbole qui est très fort là-dessus. Et puis les trois ont une psychologie qui leur est propre. Tu vois, Rhaenys, c'est pas du tout la même psychologie que Rhaenyra, etc. Et je reviens d'ailleurs, Justine, tu l'évoquais tout à l'heure, mais il y a une personne qui est handicapée. Il y a une personne qui est aussi rien à voir, hein, c'est un parallèle un peu hasardeux. Non, mais on pourra en reparler. Pour le coup, c'est un petit peu un enfoiré, hein. Oui, mais parce qu'on a le droit d'être un enfoiré quand on est handicapé. Tu Exactement. vois, c'est un peu. Et il y a une personne homosexuelle. Il y a une personne homosexuelle qui est. Alors, c'est peut-être le moment, mais alors vraiment, je me suis senti teubé. L'épisode sur la mort de Laenor. Je n'ai rien compris. Et vraiment, j'étais genre, mais quoi, mais j'ai dû aller voir un résumé d'épisode pour comprendre que, en fait, ils ont fait croire qu'il était mort et en fait non. Regarde les bottes. Tu sais, quand tu regardes un film ou une série où tu sens qu'il se passe un truc important, mais que toi, t'as rien compris à ce qui est en train de se passer, tu vois. Et tu sais, ils sont dans un bateau, dans une barque. Dread, ça t'a perturbé. Ils sont dans une barque à la fin et tu vois un mec, métis. Mais t'étais pas mort. Et tu vois, il regarde la cam et je fais, mais je te connais pas. Il ressemble vachement. Ouais, mais tu lui enlèves ses dreads blanches et j'ai le teubé, quoi.
soit j'étais fanboy, soit j'étais teubé dans cette saison. Hein. C'était vraiment. Non, mais c'était. Mais bref, j'ai trouvé ça. Mais c'était aussi présent dans Game of Thrones, mine de rien, avec Renly Baratheon. En parlant de parallèle avec Game of Thrones, il y a un moment où, dans le visionnage de la saison, je me suis dit, ils ont réussi à faire quelque chose que j'avais ressenti déjà dans Game of Thrones, sauf que dans Game of Thrones, ça avait pris, je sais plus, 4 ou 5 saisons, parce que ça avait été construit comme ça, hein, mais c'était au niveau de l'arc rédempteur de Jaime Lannister. Jaime Lannister, dans la première saison, on te le présente quand même comme un abruti de première, le prince charmant qui est absolument insupportable, qui couche avec sa sœur, qui balance des enfants du haut d'une tour, bref, un mec pas bien. Et on a toute la construction du personnage qui fait que, globalement, à partir du moment où il perd sa main, on comprend plus, parce qu'on a accès aussi dans les romans à sa psychologie, donc on comprend plus le personnage, ses enjeux, et il devient un personnage beaucoup plus attachant, voilà, qu'on comprend et qu'on va finir par apprécier, clairement. Sans parler de ce qui se passe à la fin, parce que je parle plus de la dernière saison de Game of Thrones, c'est fini. Mais voilà. Donc tu vois, il y avait eu cet arc rédempteur où tu commences par détester un personnage et après tu dis putain, il est quand même vachement cool ce Jaime, tu vois. Donc j'avais ressenti ça. Et là, j'ai ressenti la même chose avec le roi Viserys. Parce que, et c'est clairement pensé comme ça. Ah bah ouais, mais attends, regarde l'épisode, enfin le premier épisode, premier ou deuxième, je sais déjà plus, avec l'accouchement, la césarienne de la reine, qui est perçu du point de vue masculin, c'est lui qui prend les décisions, et alors bon, après c'est pareil, c'est peut-être parce que je suis une femme, mais moi j'étais limite en PLS sur mon canapé à voir la scène. Hein. Non, la scène est horrible, voilà. Mais en même temps, la question c'est pas de sauver la reine ou sauver le bébé, c'est les deux vont mourir. Ouais, mais qui est-ce qui prend la décision ? Au pire, est-ce qu'on essaie de sauver le gamin, quoi ? Tu vois, c'est un peu ça. C'est pas. Bah, c'est pas vraiment présenté comme ça, et surtout, c'est pas la reine qu'on demande. Oui, non, mais d'accord. Oui, Attends, c'est horrible. Hein. C'est pas ce que je dis. C'est dramatique. Non, c'est dramatique. Mais il est quand même écrit comme un personnage. Bah, c'est dit le faible. Je sais plus comment ils disent. Je sais plus le mot. Il est construit pour être. Ouais, je vais pas dire méprisé. À l'inverse de son frère, quoi. C'est ça, parce lui, il a jamais rien osé de sa vie. Il fait et bah, plus pitié qu'autre chose, tu vois. Brillant là-dessus. T'as envie de dire, mais vas-y, tu saoules tout le monde, mec, voilà. Et clairement, c'est construit pour que on préfère Daemon, pour que on s'attache aussi à ces personnages féminins qui souffrent autour. Donc, tu vois, c'est un personnage près duquel j'étais, on va dire, indifférente au mieux, voire, voilà, qui me faisait un peu pitié dans son ce trône sur lequel il passe son temps à se couper, etc. Et cette séquence d'arrivée dans la salle du trône où t'as le personnage qui est entièrement affaibli, mais t'as cette musique. Alors encore une fois, la musique, ils ont placé la barre, voilà, super haut, malgré la musique du générique. T'as cette entrée, ce rythme qui est construit, cette démarche du personnage qui va gravir les marches, la relation avec son frère dans cette couronne qui tombe, et là toute cette séquence à partir de là, et le dîner qu'ils font en famille ensuite. Là, j'étais triste qu'il meure, tu vois. J'ai eu un vrai retournement dans un épisode, et j'ai trouvé ça super bien construit, parce que avec cette réalisation, avec ce jeu d'acteur qui est absolument fabuleux, ils ont réussi à prendre un personnage que je méprisais vraiment, et à en faire un beau personnage dramatique. Et ça, franchement, en un épisode, j'ai trouvé ça balèze. Et la preuve pour moi, c'est que quand il enlève son masque, bon bah c'est dégueulasse, mais c'est pas fait pour être tant dégueulasse que ça. Je sais pas si tu vois, c'est vraiment genre l'apothéose du gars qui est consumé par, bon c'est hyper symbolique hein, le fait qu'il se coupe avec le trône, tout le monde l'a compris, mais c'est l'apothéose de ça, tu vois, il enlève son masque et vraiment genre les gars, je suis plus rien, donc vraiment si je vous dis ça, c'est que sincère en fait, c'est vraiment juste je suis déçu, tu vois, de ce que j'ai engendré, essayez de sauver ce que vous pouvez sauver, quoi. C'est ça, c'est une figure tragique et c'est très bien construit. Et le dialogue évidemment dans le pieu avec Alicent, le quiproquo qui va engendrer l'intégralité des problèmes du reste de l'univers du trône, enfin trône de fer. Voilà, bref, j'ai trouvé ça vraiment vraiment très très cool. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, messieurs dames ? C'était bien. Vivement la suite ? Oui, la suite. Ou en attendant, si vous avez envie, on l'a dit, si vous êtes en manque de séries vraiment fantastiques pour le coup, tu as parlé de Willow qui arrive le 30 novembre sur Disney+. Sur Disney+, donc il y a
il y a Willow qui arrive et donc ça c'est le 30 novembre et le 25 décembre il y aura The Witcher Blood Origin. Donc il y a un nouveau teaser qui est sorti aujourd'hui et donc ça paraîtra sur Netflix le 25 décembre. Joyeux Noël. C'est ça. Wheel of Time dont on a parlé, on y a consacré un épisode. N'hésitez pas à l'écouter. Qui revient début 2023, on n'a pas vraiment de date. Et The Witcher saison 3 pour le coup aussi été un peu plus tard, été 2023. Non, j'allais dire entre deux, il y aura aussi effectivement la saison 3 de His Dark Materials. Qui arrive en décembre. Oui. Série de fantasy qui se passe pas au Moyen-Âge cette fois, mais c'est bien aussi. Et en série animée, Guillaume, c'est toi qui nous avais parlé de Dragon Prince. Il y a fort longtemps, pendant qu'on était en confinement, j'avais fait une petite reco là-dessus. Effectivement, il y a la 4e saison là qui vient tout juste de sortir, issue de certains des créateurs de la première série Avatar, The Last Airbender. Pour l'instant, alors les 3 premières saisons étaient assez cool. La 4e, j'ai vu que 2 épisodes. Je suis pas très emballé pour l'instant. J'ai l'impression qu'ils ont repositionné le curseur du public à un niveau assez jeune, on va dire. À voir ce que ça va donner sur la suite de la saison. Tout est disponible puisque c'est sur Netflix. Et puis aussi The Legend of Vox Machina, la saison 2 qui est attendue pour janvier 2023 sur Prime, qui était mon petit coup de cœur série animée fantasy de ces dernières semaines parce que c'est assez frais. On est dans un univers à la Donjons et Dragons mais complètement déjanté avec une troupe d'aventuriers pas fréquentables, qui enchaînent bourde sur bourde, mais qui, quand il le faut, ont des pouvoirs trop cool. Et donc franchement, ça marche assez bien avec le casting vocal de la campagne de jeu de rôle dont est inspiré tout ça. Critical Role. Donc c'est plutôt sympa. Et pour l'anecdote entre guillemets, ou en tout cas pour le côté fantasy avec des dragons, ça m'a fait penser à un bouquin. Il y a une série de bouquins que j'ai lu il y a fort longtemps, mais ça m'a frappé quand j'ai regardé House of the Dragon. C'est la saga de Naomi Novik qui s'appelle alors c'est la saga téméraire je crois ou un truc comme ça. En tout cas le premier tome c'est His Majesty Dragon et en gros c'est l'histoire des guerres napoléoniennes mais il y a pas encore à l'époque il y a pas d'avion parce que voilà c'est pas inventé mais ils ont quand même des dragons et ils ont des dragons de toutes les tailles et de toutes les formes, c'est-à-dire que ça a un peu remplacé la cavalerie et tout ça, mais ils ont aussi des dragons immenses où ils sont 15 dessus et du coup il y a tout c'est vraiment devenu une bête de guerre quoi. Et pour reconnecter avec Rings of Power, il a longtemps été question que Peter Jackson adapte ses bouquins en film. Ça n'a jamais été fait pour l'instant, mais redis le nom des bouquins. Alors la personne qui a écrit ça c'est Naomi Novik, c'est Les Dragons de Sa Majesté en français, voilà, His Majesty's Dragon en anglais, et puis c'est vraiment une saga, il y a peut-être 10 tomes où on va voyager à travers le monde avec le héros et son dragon, et ils vont découvrir comme ça tout un tas de dragons et de cultures différentes, voilà. Et c'est la saga Téméraire. La saga Téméraire, ouais. Ok, très bien. C'est le nom du dragon, me semble-t-il. Ouais. Et je le replace, mais n'hésitez pas à aller écouter le podcast si c'est je ne sais combien d'heures de live ne vous ont pas suffi. Il y a du coup Mimi Hegel qui a fait un débrief épisode par épisode de House of the Dragon et elle est trop forte. Voilà, Mimi, si tu passes par là vraiment trop forte, sa manière d'animer et tout, j'ai trouvé ça hyper enrichissant de s'en inspirer un petit peu et de voilà, bref, allez écouter ça, c'est vraiment cool et c'est stylé aussi de ce nouveau format là, épisode par épisode. On peut aller vraiment dans le détail, là on a essayé un petit peu de survoler malheureusement plein de passages, mais vraiment n'hésitez pas. Voilà. Justine, Oui. Petit instant promo, deuxième instant promo, tu nous as écrit. Je suis fatigué. Tu as écrit Je vous ai écrit un livre. Exprès pour cela, c'est vous dire l'investissement. Voilà. Et Monsieur Besson, j'ai oublié son prénom. Florian Besson, on l'embrasse. Ouais. Une histoire de feu et de sang. Âge moyen sur Twitter. Voilà, @âge moyen sur Twitter. De toute façon, allez sur le compte Twitter de l'émission Spoiler parce que vous avez la possibilité de gagner un exemplaire de ce bouquin qui est en fait, donc, je le redis, mais si vous avez pris l'émission en cours de route, qui est en fait une étude donc ça s'appelle Une histoire de feu et de sang, le Moyen-Âge de Game of Thrones. C'est une étude de la façon dont la série Game of Thrones
utilise le Moyen-Âge. Donc c'est pas une liste d'anachronismes en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, parce que ça aurait aucun sens. C'est vraiment de comprendre pourquoi le Moyen-Âge est représenté comme ça, et ce que ça dit à la fois de la série, de nous et du Moyen-Âge. Donc allez le lire, c'est vachement intéressant, et surtout là c'est la version poche qui sort, ce qui fait que on a pu comparer un peu Game of Thrones avec House of the Dragon, en tout cas avec cette première saison. Donc pour montrer que on avait des changements assez pertinents quand même qui ont été faits sur la représentation du Moyen-Âge, et notamment du point de vue des personnages féminins. C'est quand même le jour et la nuit entre Game of Thrones première saison et House of the Dragon première saison, donc voilà. Il y a des choses intéressantes à en dire. Et d'ailleurs, je crois que tu continueras à parler de la série, parce qu'il me semble que tu organises un séminaire dans pas longtemps. Un petit séminaire en ligne, là. Exactement, avec Florian Besson, toujours dans les bons coups aussi. On organise donc un séminaire qui s'appelle Médiévalisme en série. J'en parle un peu aussi sur ma page Twitter. On fait une première session le samedi 19 novembre, donc très bientôt. Où on parlera justement de House of the Dragon et de la façon dont cette première saison utilise les imaginaires historiques. Donc on aura des spécialistes de l'Antiquité, du Moyen-Âge et de l'époque moderne pour comparer un petit peu, parce que ça a beau se situer dans un Moyen-Âge de fantasy, House of the Dragon convoque beaucoup d'imaginaires et beaucoup de personnages qui viennent de l'Antiquité ou de l'époque moderne. Donc c'est une façon de mélanger un petit peu tout ça. Et on fera une autre session en janvier sur The Rings of Power, étonnamment, et une session en mars sur d'autres séries où on brassera pas mal de choses, et voilà, le programme est à préciser. Et c'est public et c'est en ligne. Tout à fait, oui, c'est public, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, plus on est de fous, plus on rit, donc n'hésitez pas à venir. C'est des universitaires, mais vous allez voir, ils sont vachement sympas. Oui, on peut aussi bien rigoler quand on est universitaire et apprendre plein de choses. Il faut. Et on termine avec la petite promo pour Bonus Tracks, écurie, label de podcast dont nous faisons partie actuellement, désormais, pardon. Les mots ne sont plus les bons, mais il est tard. Une quinzaine d'émissions sur Bonus Tracks, donc le site c'est bonustracks-podcast.com. Je suis à peu près sûr que vous y trouverez quelque chose qui va vous intéresser, spoilers ou les autres, donc vraiment n'hésitez pas. Merci à toutes et à tous et de nous avoir suivis sur ce chat. Je vois du Fanlou, je vois du Koala-Tueur, je vois Rosen Talk Show, vraiment merci à toutes et à tous d'être passés, c'est vraiment adorable. Merci évidemment à Pépé qui a géré d'une main de maître la technique de cette émission, dans l'ombre, en coulisses. Pépé, si tu es là, tape 3 fois. Et c'était un peu chaud ce soir, c'était très très chaud ce soir. C'était un plaisir en tout cas, et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles à Spoilers sur vos applis de podcast, ça fait toujours plaisir. Sur Spotify, on a pas moins de 11 personnes qui l'ont fait, et c'est peut-être que 11 personnes pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup. Donc n'hésitez pas, c'est peut-être le meilleur moyen de nous soutenir, avec évidemment un petit partage sur les réseaux sociaux de cet épisode. C'est voilà, un énorme soutien encore une fois, donc n'hésitez pas. Merci Justine, merci Guillaume, merci Briac, merci le chat, merci Pépé, et on se retrouve très vite sur Spoilers. À bientôt. Merci CHP, salut. Bisous. Salut. Bonus Tracks.